Le code d'accès, vous l'avez, mais je prends toujours beaucoup de plaisir à vous le réitérer. Le 6 99 13 50 75 par SMS ou par WhatsApp. Vous avez le bonheur d'être connecté à nous et apporter votre contribution à cette émission, à cette chaîne de télévision partant au Cameroun. Et bien sûr, le continent africain n'est pas en reste et le monde entier lorsque c'est nécessaire. Je le rappelle également, notre plateforme Facebook Info TV Cameroun reste à votre disposition, peu importe votre position géographique dans le monde. Vous pouvez vous connecter à nous, apporter également votre contribution et du mieux que nous pourrons sur ce plateau, nous rendrons solennel toutes vos réactions. Une fois que je l'ai dit, je vais dire bonsoir à Bertrand Amel Bama qui est avec nous. Il est enseignant et nous fait le bonheur de nous accompagner ce soir. Bienvenue, monsieur Bama. Bienvenue, Rosalie, merci. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Je profite également par cette occasion pour rendre un dernier hommage à ma petite soeur. Un dernier hommage. Elle a été inhumée. Ah, d'accord. Elle a été... Bon, la levée de corps s'est tenue aujourd'hui. Je sors même comme ça de la levée de corps. Mes condoléances, je n'étais pas au courant. Elle est décédée à l'âge de 20 ans. Oh là là, j'aime pas entendre le décès des cheveux. Très longue maladie. Ah, d'accord. Ça s'appelait Merveille Caris. Et je profite également pour relever certaines choses qui m'ont également perturbé tout au long de mon trajet, quittant de mon domicile jusqu'à l'hôpital central. Quoi? Les routes étaient bloquées, tellement bloquées à cause d'un événement qui se déroulait du côté de l'hôpital central. Exactement. Voyez-vous, on bloque les routes, on ne crée pas des routes secondaires. Et du coup, c'est le citoyen lambda qui souffre. Lorsque tu n'as pas le laissé passer, tu ne peux pas circuler normalement et c'est pas bien. J'étais dans un taxi aujourd'hui, il y avait des gens qui voulaient prendre taxi pour aller en ville et ils disaient, mais je ne comprends pas pourquoi vous allez en ville, c'est le 22 aujourd'hui. Et moi de lui demander, et qu'est-ce qu'il y a le 22 au Cameroun qui justifie que les routes soient bloquées? Il dit, mais tous les 22, la première dame va remettre des cadeaux du côté de l'hôpital central et logiquement les gens devraient mettre dans leur agenda. Ah d'accord, donc tous les 22, il faut s'y préparer, les routes seront bloquées, on ne passera plus. Il dit oui, donc lui depuis là, il ne porte pas les gens qui vont en ville parce que la route est bloquée et qu'il n'y a pas moyen de circuler. Donc je vous comprends, beaucoup de Camerounais n'ont pas encore intégré dans leur programme que tous les 22, c'est route bloquée au centre-ville à Yaoundé pour que la première dame aille donner des cadeaux. Exactement, et du coup vous devez marcher à pied et c'est pas bien, c'est pas du tout bien. On ne devait plus se retrouver en 2000, nous sommes déjà en 2024, à affronter ce genre de situation. Vraiment, c'est déplorable. Il faut vraiment faire quelque chose pour ça. Lorsqu'on va aborder le second thème tout à l'heure, on va vraiment comprendre pourquoi les gens se placent dans les rues, les gens sont obligés d'utiliser d'autres moyens, d'autres méthodes pour exprimer vraiment le ras-le-bol. Vraiment, il faut que ça change. Merci beaucoup. Ok, merci à vous d'être là ce soir. On va également dire bonsoir à Sa Majesté Patrick Marius Sondondo qui est avec nous ce soir. Bienvenue, Majesté. Merci, Madame Rosalie, de l'honneur que vous me faites de m'inviter pour éclairer les Camerounais sur des sujets sociaux et d'actualité. Je voudrais saluer déjà le panéliste qui est là, monsieur Bama. Bama. Oui, Bertrand Amel Bama. Oui, tout à fait. Et saluer vos téléspectateurs nombreux. Et ceux qui nous aiment et ceux qui ne nous aiment pas, je vous salue tous. Et je voudrais effectivement, à la suite, n'est-ce pas, de monsieur Bama, dire que les fins d'année sont extrêmement difficiles, quelle que soit la ville dans laquelle on se trouve. Même au village, l'actualité est dominée, n'est-ce pas, par le rythme, n'est-ce pas, des activités qui augmentent, qui augmentent un peu partout. Il faut juste, à la fin de l'année, rendre grâce, n'est-ce pas, Tu sais, il y a une différence entre l'embouteillage et les routes bloquées. Hein. L'embouteillage, on est d'accord qu'en fin d'année, ça fait comme si les gens s'étaient décuplés au Cameroun. Le problème de route est réel, tel que le disait M. Bama, et que vous ajustez, le problème de route est réel. Et seulement, effectivement, en fin d'année comme ça, bon, généralement, la première dame, elle fait toujours, effectivement, le tour des hôpitaux, des endroits où elle peut donner un coup de main
aux plus petits, aux orphelins, c'est plutôt une bonne chose. C'est plutôt une bonne chose que sur le plan social. Sur le plan social, la présidence intervienne par mais est-ce qu'on ne peut pas organiser ce déplacement sans totalement bloquer le centre-ville d'une capitale politique comme Yaoundé? C'est compliqué. Oui, disons que on peut créer les voies de contournement pour que les gens puissent vaquer à leurs occupations. Je crois qu'il faudrait qu'à l'avenir, les gens y réfléchissent sérieusement parce que bloquer les routes, ça fait beaucoup là, moi, je paye le prix, par exemple, avec des invités qui doivent affronter cette réalité, ils n'étaient pas préparés. C'est pas logique, c'est pas normal. Donc, voilà. Je crois, j'espère que les services nous écoutent et que la demande que nous tous nous faisons, c'est d'augmenter les routes secondaires pour que ce soit plus fluide, pour que la circulation soit plus fluide et que les gens ne souffrent pas. Parce qu'en fin d'année, les gens doivent plutôt, n'est-ce pas, être contents, n'est-ce pas, de se retrouver en principe. Ils puissent vaquer à leurs fêtes, à leurs occupations, vraiment dans la gaieté générale. Ouais. Mais apparemment, il y a un autre sujet qui ne vous rend pas content du tout. Oui, tout à fait. Vous avez bien fait d'évoquer ça. J'aurais dû déjà en parler. Je suis un chrétien comme les autres. Pas seulement parce que je mets la croix, mais parce que de temps en temps, je me retrouve à l'église. Je suis un chrétien catholique. Et l'actualité de ces derniers temps, vous chagrine également. Nous chagrine, nous a beaucoup perturbé et nous a beaucoup, pas fragilisé notre foi, mais c'est pas très loin de là. Il faut avouer que chez nous, les catholiques, en principe, lorsque le pape prend une décision, on ne critique pas beaucoup le pape. Parce que c'est une autorité religieuse établie et parce que, qu'on se le dise bien, le pape est le représentant directement de Dieu ici sur terre. C'est vous qui le dites, hein? Oui, c'est nous qui le disons. Voilà. Nous le disons. Nous le disons parce que... comment donc le représentant de Dieu peut demander de bénir les couples de même sexe? Voilà. Alors, peut-être parce que à ce niveau-là, et ce n'est pas pour trouver une justification, peut-être parce que... non, je crois que pour bénir, c'est un problème. C'est un problème sérieux. L'existence des homosexuels, ou les gens qui sont anormalement constitués, ils existent par la volonté divine, ils existaient déjà. Non, pas que volonté divine. Disons que c'est Dieu qui les a créés, puisque c'est Dieu qui a créé tout le monde. Mais le diable a apporté la déviance. Non, mais... Il n'a pas créé les homosexuels, attention, il a créé l'être humain. Oui, il a créé l'être humain, c'est ce que je dis, il a créé l'être humain, il a créé tout le monde. Maintenant, les déviances qui interviennent contre nature, parce qu'en réalité, c'est des déviances contre nature, c'est des déviances sociales, c'est des déviances anthropologiques, c'est même des déviances biologiques et physiologiques. Vous allez tout trouver dans des déviances. Oui, tout à fait, ces déviances ne sont pas, c'est-à-dire que les sociétés africaines que nous constituons, les Camerounais, nous ne sommes pas habitués à ce genre de choses. Qu'est-ce que vous chagrine dans la sortie? Non, nous condamnons cette sortie parce qu'en réalité, vous savez que dans la Bible, il est écrit que faire une pareille chose, c'est faire une abomination dans la Bible. Et nous qui allons souvent à l'église et qui prenons souvent connaissance des textes de l'église qui se trouvent dans la Bible, et nous qui appliquons ce qu'il y a en principe dans la Bible, c'est ce que nous devons en principe faire en tant que bons chrétiens, bien que nous ne le faisons pas. Donc c'est une abomination qui est au jour d'aujourd'hui perçue à travers le monde entier, et que pendant longtemps, pendant des millénaires, on a toujours fait attention à ne pas traverser, n'est-ce pas, le fil rouge, à ne pas rendre cette abomination, à ne pas la rendre ordinaire, à ne pas la rendre normale. Et vous avez l'impression que nous avons l'impression que pas seulement lui, mais beaucoup, n'est-ce pas, veulent rendre ça. Et c'est
C'est ça qui dérange. C'est ça qui dérange. Et c'est normal que ça impacte, vous comprenez un peu notre foi, que ça impacte notre vécu quotidien et que ça nous donne un questionnement que nous sommes en droit, n'est-ce pas, d'avoir, vous comprenez un peu. Donc ça ébranle vraiment notre quotidien, notre foi. Et il est vraiment... Il faut, et heureusement qu'il y a l'église catholique camerounaise, je crois que les évêques, ils ont fait une déclaration, non? Pas encore. Oui, il y a une déclaration qui a été faite. Oui, je crois qu'hier, ça doit être... Non, hier, il n'y avait pas encore de déclaration. Il y a une déclaration qui a été faite dans tous les cas. Oui, il y a un pays africain qui a fait, il y a le Bénin, je crois, il y a le Ghana, si je ne me trompe, qui ont eu à faire des déclarations condamnant qu'on a... Le Cameroun n'a pas encore bougé. Je crois que... On attend le Cameroun. Je crois qu'il faut maintenant trouver, bien que les questions de foi, c'est une question entre un individu et le Dieu, mais ce genre de sortie dérange les Africains. Et il faut que les Blancs et les Occidentaux comprennent que vraiment, on en a un peu marre de leur condescendance, n'est-ce pas, de leur façon de nous imposer des pratiques contre nature, de leur façon de nous imposer des choses contre, n'est-ce pas, notre gré. Je crois qu'il faut il faut respecter, n'est-ce pas, ce que les Africains sont. Et il faut respecter la polygamie que nous avons. Il faut respecter la polygamie que nous avons. Et je crois que si on sortait, n'est-ce pas, pour bénir plutôt la polygamie, je crois que ce serait plutôt une bonne chose. Nous acceptons, n'est-ce pas, faire la polygamie et non, n'est-ce pas, faire des pratiques contre nature et des abominations pareilles qui en réalité ne peuvent pas aider l'Afrique, ne peuvent pas nous permettre, n'est-ce pas, de nous développer. De toute façon, c'est une occasion de vous affranchir et de pouvoir... oui, je crois, madame, vous avez raison. Lorsque vous dites, religieuse. Lorsque vous dites, c'est une question de... C'est une... vous avez dit une possibilité. Une possibilité. Une occasion, n'est-ce pas, de nous affranchir. À nos évêques de saisir cette occasion pour monter au créneau et montrer que... Et je me souviens, il y a d'ailleurs, je ne sais pas dans quel pays, un pape, un évêque qui disait que non. Il pense que, je crois que pour être pape, il faut déjà être africain. Il faut avoir des valeurs normales, des valeurs qui puissent c'est universelles. Qui avait fait démissionner Benoît XVI, qui n'était pas d'accord plutôt avec l'Église à se regrouper autour de vous. Il faut donc être quelqu'un de bien. Peut-être qu'un Africain, pape, ce serait peut-être mieux. Bon. Patientons tranquillement pour ceux qui veulent patienter, mais j'ai retenu simplement quelque chose de votre propos. La foi est une relation personnelle entre un individu et Dieu. Je crois que si c'est que le pape dit ne vous arrange pas, faites fi et restez dans votre relation avec Dieu, et je pense que le reste ira bien. Si vous voulez regarder ce que ces hommes font, je crois qu'on aurait déserté l'église depuis belle lurette. Bonsoir, président Simon Mambou. Merci, vous êtes président national de l'UPA. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous aimez courir dans ce pays, hein? Ah oui. Ouais, vous courez. En fin d'année, tout le monde court. De toute façon, c'est le très quotidien des hommes politiques. Voilà. Arrêtez de courir. Marchez. Alors, comment se porte l'UPA? Bon, l'UPA fait son bonhomme de chemin. Oui, nous préparons déjà les échéances électorales à venir. Ah, vous serez candidat? Évidemment, nous avons des élections municipales, législatives qui pointent à l'horizon. Évidemment, bien que nous allons concourir, comme est la vocation d'un parti politique, de tout parti politique en effet. Non, on en a ici qui ne concourent jamais à rien aussi. Hein. Faut pas dire évidemment, parce qu'on en a ici qui ne concourent jamais à rien du tout dans ce pays, et ils sont là. Mais là, c'est une exception, parce qu'en réalité, la vocation d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir. C'est-à-dire céder, et voilà. Donc, si quelqu'un décide de ne pas le faire, c'est une exception en principe. Voilà, ce n'est pas la règle. Attendez, président. Je vous dis quelque chose, vous dites que c'est une exception. Comment? On a combien de partis politiques au Cameroun? Nous avions 396 partis politiques à peu près, oui. Moi, je vais m'arrondir à 400. À la lieu oui, où en ça va, supérieur, on peut mettre à 400. À la lieu où ça va, ceux qui sont encore dans les starting blocks pour être validés, moi j'arrondis à 400. Oui, mais je pense qu'il y aura on a 100 partis qui concourent souvent. Non, absolument pas. Justement, la raison ce n'est pas l'exception, donc c'est la majorité qui ne concourt pas. Et c'est pourquoi je dis que c'est un problème. On aurait eu la majorité qui concourt et la minorité. Je parle du principe dans les papiers. Nous, le principe d'un parti politique, c'est ce que je dis. Nous sommes là pour éduquer. Je parle du principe. Je ne parle pas des exceptions. Non, ni des camerosités. Non, voilà. Non, on est au Cameroun, dans nos camérosités.
Et dans nos camérosités, nous on fait le contraire de ce qui est normal. Donc on crée un parti pour attendre de regarder les gens et d'être appelé président au quartier. Je ne voudrais donc pas me prêter au jeu de normaliser l'écart et d'écarter la norme. D'accord. Donc l'UPA sera en course en 2025. Je suis heureuse de l'apprendre. Je vais ajouter votre nom dans la liste des partis qui viendront me donner l'argent ici en 2025 pour la campagne. Quoi? C'est la vérité. Oui, bien, c'est ça. Donc tous ceux qui seront candidats, ils sont en train de faire la liste. Chacun va passer à la caisse à Info TV. Comme ça, après, vous venez bavarder tout ce que vous voulez bavarder ici. Donc, c'est une opportunité pour nous. Voilà. Non, je sais que c'est une opportunité pour vous. Donc, moi-même, je ne me prépare pour 2000. Bon, si je suis encore en vie aussi, hein, on de toute façon, là où je serai. Pas d'intérêt, pas d'action. Donc, si vous voulez atteindre la masse, on ne sait pas là où je serai en 2025. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une caisse ouverte à Info TV. De toute façon, que Dieu vous prête longue vie. Que Dieu vous prête longue vie. Amen. Voilà. Parce qu'on ne sait jamais. Alors, une fois que je l'ai dit, on rappelle que toujours attendu sur ce plateau, Jean-Colin de Fossoquin qui était en pleine bagarre depuis le matin pour défendre des revendications sociales et qui a eu à découdre un tout petit peu avec les forces de maintien de l'ordre, mais qui se bat pour arriver sur ce plateau. Donc, il va nous rejoindre alors que nous serons en échange déjà sur ce plateau. Vous savez, les syndicalistes, ils sont toujours en train de bagarrer. C'est le quotidien. On va essayer de comprendre pourquoi c'est toujours la bagarre. Est-ce qu'il ne faille pas dialoguer le temps pour lui d'arriver? Puisque j'ai terminé avec vous, je démarre avec vous. Je constatais dans ma première thématique que le Cameroun est sans eau, sans électricité. On est d'accord ou pas? Évidemment, c'est un constat tout à fait normal parce que depuis un certain temps, nous connaissons des pénuries d'eau, des délestages d'électricité et même au niveau du carburant et du gaz domestique à un moment. Donc, ce sont des situations à déplorer et qui est évidemment attribué à l'ordre dirigeant. Comment ça, à l'ordre dirigeant? Oui, tout à fait. C'est une question de malgouvernance simplement, de mauvaise planification. Quand vous écoutez un peu le chef de l'État sortir, libéraliser un secteur pour la livraison des carburants, ce qui aurait dû bien être plus fait avant. Si le ministre en charge de l'énergie avait pris ses responsabilités, il aurait tout au moins garanti quand même le stock qui pouvait permettre de gérer la période de crise. C'est-à-dire, généralement, on nous dit à la fin d'année, la Sonara nettoie ses cuves et tout. Mais non, la Sonara n'alimente plus le Cameroun. Parlons même en termes de stockage. Sauf que moi, je ne suis pas dans un problème avec la Sonara. Voilà, donc du coup, je pense qu'il y a un problème de planification, c'est un problème d'anticipation sur les besoins. Nous savons qu'en fin d'année, les besoins en termes de carburant sont élevés parce que tout le monde, au moins... Donc, nous sommes encore avec l'électricité. Oui, bon, l'électricité, bon, là, la raison exactement est laquelle. On nous a promis avoir de l'électricité avec la mise en marche des centrales à gaz de Kribi, par exemple, et ceux de l'Orba-Bardouala, avec le barrage de Nartigal, et qui devait s'ajouter à celui de Son Loulou. On n'en a pas eu le barrage de la retenue d'eau de Lompanga, mais on a toujours du mal à comprendre pourquoi est-ce que nous avons de plus en plus ce problème. Beaucoup d'infrastructures, pas de solution. Beaucoup d'infrastructures, pas de solution. Je dis donc, c'est un problème de gestion. Alors maintenant, la question que le citoyen lambda se pose, c'est que la responsabilité incombe exactement à qui? Parce que prenons le cas de l'électricité. Eneo, c'est le distributeur, nous avons la Sonatrach qui est le transporteur, et nous avons la CDC qui est le producteur, qui gère le barrage. Alors à ce niveau, le problème vient exactement d'où? Au niveau de la production, peut-être avec un déficit en quantité d'eau, je ne sais pas. Au niveau du transport, peut-être il peut y avoir des incidents sur les lignes électriques. Peut-être au niveau de la distribution, avec Eneo, le gouvernement devait faire un communiqué clair là-dessus. Mais malheureusement, ils font comme dans l'habitude. On laisse tout le monde s'imaginer. Et là, nous sommes coupés du tout, non pas d'information. Du coup, la rumeur va prendre place à la bonne information. Donc, on se pose la question exactement. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Et à ce moment, dans un pays normal, avec des citoyens normalement constitués en majorité, un ministre comme celui de l'énergie devait simplement déposer le tablier. Même si c'est un problème conjoncturel, c'est-à-dire qui n'est pas lié à sa responsabilité propre, qui sont inhérents peut-être dans le cadre de la collaboration avec d'autres entités, lorsque vous ne pouvez pas atteindre un objectif, vous déposez le tableau. Bon, vous avez déjà vu quelqu'un démissionner au Cameroun? Oui, il y en a. Il y en a, exceptionnellement dans le cadre du RDPC, l'ancien ministre secrétaire général de la présidence, Edouard Titus, avait eu à démissionner.
en dehors de lui, nous avons eu 2 autres ministres qui ont déjà démissionné, mais qui n'étaient pas du EDPC. Nous avons le chasseur de baleines, comme on l'appelait, Gaga Aman Adi, qui a eu à démissionner du gouvernement, et nous avons en dernière, c'était le professeur Maurice Kamtou. Bon, disons qu'il est revenu dans toutes les instances, de sorte, voilà. Tant qu'il est revenu, c'est ça le problème. Pas au même poste en tout cas. Ça change quoi? Si tu as démissionné d'un poste, après tu reviens dans un autre poste. Bon, il se retrouvait à la CONAC, hein. C'est vrai que c'est une entité étatique, bon, mais il se retrouvait à la CONAC pour essayer de lutter contre... Et qui jusqu'ici ne fait rien? La CONAC fait ce qu'elle peut. Non, on est seulement venu demander les gens qui font ce qu'ils peuvent. Nous sommes en fin d'année, nous on fait le bilan. Est-ce que dans une structure pareille, on doit faire ce qu'on peut? Non, ça dépend exactement des missions qui sont allouées à la CONAC, justement. Et ils sont là pour justement faire des rapports, les soumettre à la haute attention du chef de l'État, dont la présidence, et ils s'arrêtent là. Ils n'ont pas de pouvoir de tous là, aussi voilà. Nombreux, ils font seulement les rapports, les écritures. Pendant qu'ils écrivent, les Camerounais crient. Tout à fait. C'est le schéma voulu, c'est à dessein que c'est fait. Prenons l'exemple de la Chambre des comptes. On parle de la Chambre des comptes, c'est-à-dire elle n'établit que des comptes de l'État et les soumet à l'appréciation de qui de droit. Mais la Chambre des comptes n'a pas qualité à pouvoir poursuivre quelqu'un en justice. C'est ça qu'on avait demandé même dans la collaboration, l'harmonisation des textes au niveau de la CEMAC, de passer de la Chambre des comptes à la Cour des comptes. D'autres pays l'ont fait. Le Cameroun traîne toujours le pas. Il y a raison à savoir. Majesté, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité. Le président Mambou pense que c'est un problème de l'ordre dirigeant. Un, qui ne communique pas pour expliquer où se situe le problème au Camerounais. 2, qui a fait un découpage à 3 niveaux entre le producteur, le transporteur et le distributeur. Et finalement, où est-ce que ça bloque? Lorsqu'on regarde, on va commencer par le producteur. Lorsqu'on regarde les multiples barrages qui ont été annoncés au Cameroun jusqu'ici, la production annoncée n'est pas atteinte. Donc, on suppose que déjà au niveau de la production, on a un souci. Le transporteur, il y a même des projets qui sont sortis, on n'a pas prévu comment on allait transporter. Donc le transporteur lui-même ne peut pas transporter. Et puis, le commerçant, lui, c'est pire, il donne des miettes aux gens et puis il demande beaucoup d'argent. En fait, tout le circuit est grippé. Et là, on pleure. Je voudrais effectivement profiter de l'occasion que vous me donnez pour dénoncer ces coupures intempestives. Ah, d'accord. Pour dénoncer ces coupures intempestives d'énergie électrique. Ouais. Et ces coupures non moins intempestives de l'eau. Parce que également, l'eau également est coupée de manière intempestive. En ce qui concerne l'eau, puisque nous sommes dessus, bon, il y a peut-être des circonstances atténuantes. Alors on commence là par l'eau avant l'électricité. Allons-y. Il y a certainement dû, n'est-ce pas, à l'installation. L'installation des infrastructures nouvelles, l'installation des tuyaux. Vous savez, depuis l'arrivée du DG actuel Blaise Moussa, M. Blaise Moussa, il a entrepris. Il avait déjà certainement trouvé un programme que l'ancien DG et le ministre de l'eau avaient mis sur pied, la restructuration ou l'installation de nouvelles infrastructures, beaucoup plus, n'est-ce pas, les tuyaux pour alimenter les grandes villes que sont Douala et Yaoundé. Donc il y a un très grand mouvement, n'est-ce pas, de ce côté-là qui a été fait pendant beaucoup de mois, jusqu'à récemment encore. Des tuyaux d'eau ont été installés pour la ville de Yaoundé, et certainement également la ville de Douala. À cet effet, on croyait qu'à la fin, n'est-ce pas, de la manœuvre, parce que c'est une manœuvre de restructuration pour installer les nouvelles infrastructures, on croyait vraiment, n'est-ce pas, être totalement à l'abri, n'est-ce pas, des coupures d'eau. Mais il semble qu'il y a encore ces infrastructures n'ont pas fini d'être installés, ces équipements on n'a pas complètement fini. Il y a encore, c'est la raison pour laquelle on vit, n'est-ce pas, malheureusement, les coupures d'eau et qui mettent effectivement mal à l'aise parce que je crois que ce sont les besoins primaires, les besoins prioritaires et les besoins normaux. C'est-à-dire que c'est tout à fait normal que, n'est-ce pas, nous, les populations, nous puissions, n'est-ce pas, avoir l'eau et l'électricité. Donc, si nous avons, n'est-ce pas, des problèmes d'eau,
il y a problème. On demande à ce que... Ils ont commencé à installer ce que vous dites, les nouveaux trucs, les installations dont vous parlez. Il y a eu du côté de Tinga, c'est entré, n'est-ce pas, par la ligue qui est là. Et les gros tuyaux qui ont pendant longtemps, monsieur Simon peut témoigner, c'est tout le monde, c'est toute la ville qui a vu ça. C'est dommage que votre télévision n'ait pas fait un reportage là-dessus. Mais c'est quelque chose. Non, les gros tuyaux, on les filme tous les jours. Oui, ça a été fait parce que... Moi, je voudrais le concret dans le quotidien des Camerounais. Voilà. C'est pas d'aller filmer les gros tuyaux qui entrent dans la ville. Comprenez donc comme les choses ne sont pas parfaites de ce côté-là, et nous sommes effectivement en droit de dire qu'il faut que ceux qui sont chargés de faire ça, n'est-ce pas, le fassent pour que les populations n'en souffrent pas. Il y a également les problèmes, n'est-ce pas, liés aux coupures d'énergie électrique. Vous avez évoqué le problème. Le problème ici, c'est que nous avons la production, nous avons la transformation, nous avons le transport et nous avons la distribution. Alors, dans le cas d'espèce, beaucoup de barrages ont été faits pour la production de l'énergie électrique. Et il y a eu, à part la production, il y a eu les problèmes, n'est-ce pas, de transformation qui sont posés généralement ce qui concerne l'Ompanga, parce que l'Ompanga est venu avec un certain projet. Il y a des problèmes, n'est-ce pas, de production, de transformation qui sont posés à l'Ompanga, mais il y a la production de Nartigal qui aujourd'hui donne beaucoup d'espoir, parce que même, n'est-ce pas, les institutions internationales ont aidé le Cameroun pour le financement de Nartigal, en espérant donc que Nartigal viendra à compléter compléter ce que du côté de l'Ompanga on produit, pour que, n'est-ce pas, la distribution maintenant, si l'énergie électrique est bien produite un peu partout, que sa transformation et surtout sa distribution aux Camerounais, n'est-ce pas, soit beaucoup plus facile. Je crois qu'il faut espérer, puisque Nartigal, et on est sur Nartigal, il faut espérer que d'ici la fin de l'année 2025 qui commence, donc nous sommes en début de l'année 2024, il faudra espérer que ces problèmes de coupure intempestive d'électricité qui dérangent tout le monde vont finir en 2025. Vont sans doute finir, n'est-ce pas, en 2025. C'est l'espoir que nous souhaitons. Sinon, comme les autres Camerounais, nous subissons tous, n'est-ce pas, ces coupures, et nous ne pouvons pas être contents quand nous subissons toutes ces coupures. Monsieur Bama, tout apparemment ces projections 2025 désormais au Cameroun, ça fait des années qu'on souffre de cette question d'eau, de ce problème d'électricité, et aujourd'hui tout le monde est en perspective 2025 pour qu'on ait de l'eau, 2025 pour qu'on ait de l'électricité, 2025 pour qu'on ait à manger, 2025 peut-être pour qu'on ait à boire. On est à boire à cette allure, tout sera 2025. En attendant, qu'est-ce qu'on fait de 2000... Bon, on est en fin d'année 2023, donc de 2024 à 2025, on va attendre patiemment, en buvant nos salives et en dormant comme des chats dans l'obscurité. Merci Rosalie. Je vais d'abord relever quelques points, parce que j'ai suivi cette actualité. Eneo, l'État et Globelec, qui est un producteur également, qui détient 56% des parts. Voyez-vous, Globelec, qu'est-ce qui en ressort de ce qu'Eneo déclare? Eneo dit que c'est à cause de l'État du Cameroun que les Camerounais n'ont pas d'électricité. Je vais m'expliquer. Globelec, qui produit de l'électricité, et Eneo, qui est le distributeur, et la population consomme. Voyez-vous, Eneo doit de l'argent à Globelec. Eneo n'arrive pas à payer ses dettes à Globelec. Et de l'autre côté, l'État du Cameroun, à travers certaines entités publiques, sociétés, universités, qui consomment de l'énergie, n'arrive pas à gérer leurs factures. Tout récemment, Globelec a fermé 2 centrales thermiques
à cause du non-paiement des NEO, des arriérés dus. Voyez-vous donc, tout récemment, le gouvernement a promis à Eneo un paiement d'un montant de 30 milliards d'ici le 27 décembre. Également, pour que Eneo puisse avancer une partie de la dette du côté de Globelec. Voyez-vous donc, et moi, ce qui me fait mal dans tout ce petit jeu-là, est que c'est le citoyen lambda qui souffre. Parce que lorsque Eneo, lorsqu'il y a coupure d'électricité, comme je prends mon cas, j'ai payé ma facture d'électricité, donc on ne doit pas me suspendre l'énergie. Il faut suspendre l'énergie à ceux qui n'arrivent pas à payer leur facture. Moi, j'ai quand même une question, M. Bama, Oui, en restant avec vous. Je veux comprendre. Ils ont commencé à se plaindre quand? Qui? Ces gens qui disent qu'on leur doit de l'argent. Eneo. C'est depuis qu'Eneo se plaint. Et l'État ne fait rien. Attendez. On a les problèmes d'électricité au Cameroun depuis quand? On a les problèmes d'électricité depuis. Je suis en train de vous donner. En fait. Donc, si je comprends bien, je suis en train de vous nous, on donner. n'a pas la lumière depuis 20 ans. Et les gens se plaignent quand même qu'on leur doit de l'argent. J'arrive. Arrivé. Oui, j'arrive. Je suis en train de vous donner. Ça, c'est une Parce que je veux comprendre. Exactement. C'est une partie. Comment on doit de l'argent dans une affaire qu'on n'a même pas? Exactement. C'est une partie du justificatif que je veux apporter là. Pourquoi on n'a pas d'électricité? Donc, une partie, je dis une partie. D'accord. Voyez-vous, on a créé des barrages dans l'optique de pallier aux problèmes d'électricité. Ces barrages qui ont été d'abord mal gérés et dont la production est minime. Mais voyez-vous également, il s'ajoute également un problème parce que là, c'est pas moi qui déclare, c'est Eneo qui déclare. Il y a eu une conférence, il y a une sortie d'Eneo sur cette affaire, protestant que l'État nous doit de l'argent. Parce qu'il y a des entreprises publiques qui n'arrivent pas à payer. Quand on a dit que dégager, ils disent qu'on leur doit 165 milliards. Oui, qui n'arrivent pas à payer leurs factures. Et Eneo justifie cela également par le manque, en fait, par rapport à ces arriérés du côté de Globelec qui a décidé de fermer les centrales thermiques. Si Eneo n'arrive pas à payer les arriérés. Ça me ramène à ma question. Exactement. Donc, les structures là avaient l'électricité et les Camerounais n'avaient pas de lumière. Donc, les structures qui doivent, non, qui ne payaient pas, elles avaient l'électricité. Et c'est les Camerounais lambda qui n'avaient pas d'électricité. Parce que jusqu'ici, je ne sais pas si vous aviez l'électricité depuis 20 ans normalement. Non, nous, donc, ça veut dire qu'on est tous d'accord que nous, on n'avait pas d'électricité. On n'avait pas d'électricité. Qui a donc consommé les 165 milliards? Exactement. C'est au moins dont je me pose tellement de questions sur les rapports des NEO vis-à-vis de l'État. Maintenant, non. De l'autre côté, voyez-vous, lorsqu'on décide de créer des barrages, pour parler au problème de l'électricité, et qu'on se retrouve en 2024, avec projection 2025, sans lumière, vraiment, c'est déplorable, c'est vraiment déplorable. C'est pourquoi je dis, l'État doit prendre réellement ses responsabilités. Encore cette phrase? Exactement, l'État doit prendre réellement ses responsabilités. Le directeur de Camboite, parlant pour le cas de l'eau, a fait une sortie le 19 décembre, il disait que c'est à cause des NEO. Moi, j'ai cette sortie-là. Que lui aussi n'a pas d'eau. Non, que c'est à cause des NEO qui n'arrivent pas à bien faire fonctionner ces stations de production en eau. D'accord. Exactement, parce que ça fonctionne également avec de l'énergie électrique. Que c'est à cause de ces coupures-là. On n'a pas aussi d'eau. Non, que c'est à cause de ces coupures-là qu'il y a eu des perturbations en eau. Je peux vous dire. On n'a pas aussi d'eau. Si vous me permettez. Le directeur général de la Camboite porte à la connaissance du public que les activités de production et distribution de l'eau potable connaissent des perturbations depuis lundi 18 décembre 2023. Cette situation est due au programme de rationnement rotatif appliqué par le partenaire. On n'a pas besoin de lire son communiqué. On a écouté le début. On a même déjà les migraines avec. Attendez que je comprenne. Donc pour lui, c'est depuis le 18 là que c'est perturbé. Pour lui, il dit que c'est depuis le 18. Moi, j'ai pas d'eau depuis lundi. Exact. Il y a des parties à Yaoundé qui n'ont pas d'eau depuis des années. Exactement. Et je prends Damas. Damas n'a jamais d'eau. Il fonctionne au fourrage pour ceux qui ont la chance d'avoir le fourrage. Exactement. Et là, il n'y avait pas la bagarre de Néo. Il a dit que c'est depuis le 18. Il dit que depuis le 18. Vous voyez donc qu'il y a des gens qui sont en train de nous amener
qui sont en train de nous embrouiller. En fait, je ne prends pas position sur le directeur général. Et ce que je veux vous faire comprendre, c'est quoi? C'est qu'on a des gens qui sont censés nous gérer, censés nous donner de la bonne information, mais ils sont en train de nous conduire en brousse, quoi. Lui, il parle du 18. Or, moi, c'est en fait, ça fait depuis un mois que je n'arrive même pas à avoir de l'eau normalement. Ils sont même venus enlever le compteur. En même temps, quand ça coule, on dort avec les bidons. Donc, dès que tu entends tu cours vite, tu viens charger même 2 bidons. Vous voyez donc, on se retrouve donc perdu, égaré. On ne sait pas ce qu'on va faire. De l'autre côté, chacun donne sa version de fait. L'autre lui va même dire ça fait une semaine, l'autre lui va dire ça fait un mois. Chacun va s'accuser. Les accusations vont aller de part et d'autre. Mais réellement, qui souffre? C'est le citoyen lambda qui souffre dans tout cas. Oui, Président. Oui, pour embrayer sur ce que mon copanéliste dit, il y a des alternatives dans ce type de situation. Si effectivement, à cause d'un déficit énergétique, Kamwata ne peut pas pomper de l'eau, et au moins des groupes électrogènes, il y a des groupes qui existent. Même Eneo utilise des groupes à un certain moment, lorsqu'il n'y a pas d'énergie qui peut permettre de relancer dans sa centrale. Ils utilisent aussi du carburant. Donc, ce sont des alternatives. On peut utiliser de l'énergie solaire. Pourquoi est-ce que toujours s'accrocher sur, par exemple, Eneo? Et en fait, ça, c'était juste pour embrayer ce qu'il disait. Le problème... Pour dire que c'est un justificatif inutile. Voilà, inutile. C'est un problème d'ordre de malgouvernance. C'est la malgouvernance. Je prends un cas simple. Au lieu que le Cameroun perde son temps à aller prendre l'argent au bail de fonds pour financer les infrastructures lourdes comme les barrages hydroélectriques, le Cameroun gagnerait à avoir des partenariats bilatéraux avec certains pays qui ont prouvé dans le domaine de la transformation, de la distribution de l'énergie électrique. Ça veut dire quoi? Je prends le cas par exemple du projet des péages. Là où un concessionnaire est venu, il construit les péages et il les amortit sur un certain nombre de temps. Ça peut se faire avec certains pays. En l'histoire par exemple de la Chine, quand il charge les gros œufs, il construit le barrage, il exploite le barrage, il fournit l'énergie électrique, il amortit maintenant ça pendant un certain nombre de temps. Maintenant, dans le cahier de charges, on peut inclure la distribution, c'est ce que nous avons comme projet à l'UPA, la distribution gratuite d'énergie électrique aux populations, c'est-à-dire le courant électrique domestique, la consommation domestique de courant. Ça peut se faire parce qu'on ne peut pas industrialiser ou vouloir industrialiser un pays avec un déficit énergétique aussi criard qu'au Cameroun. On ne pourra absolument rien faire. Qui dit transformation, qui dit industrialisation, dit construction d'infrastructures qui vont demander de l'énergie pour fonctionner. Moi, j'ai une question dans votre plan d'attaque de l'UPA. Qui distribue l'électricité au Cameroun? Actuellement, c'est Eneo qui distribue. Eneo, c'est qui? Ben, ce sont les étrangers. Mais vous dites qu'on parle aussi d'autres étrangers. Non. Je demande de libéraliser le secteur de distribution de l'énergie électrique, c'est-à-dire d'avoir plusieurs sociétés concurrentes. C'est ce que je demande. Le genre de concurrence, comme on a dans le ciment, par exemple, on a beaucoup de structures, après ils s'accordent sur le prix. Non, là c'est l'État du Cameroun toujours qui est fautif. Parce qu'on peut avoir le même problème aussi. Ça c'est question de malgouvernance. Avec plusieurs structures, après ils s'accordent. À quoi ça nous sert? Il y a une agence qui lutte contre la concurrence. C'est-à-dire qui essaie de réguler. Il y a une agence. L'agence, c'est situé au niveau. Je dis donc que c'est un problème de malgouvernance. Nous avons une agence qui s'occupe pour... C'est si l'UPA vient que vous allez essayer de faire fonctionner cette agence. Prenons le cas de la RLT. Qu'est-ce qu'ils font avec une société de téléphonie? Mais la RCL, c'est de la RCL donc... La RCL, je dis pas... Non, la RCL, c'est l'électricité. Je parle de l'ART, Agence de régulation des télécommunications, pour les opérateurs de téléphonie mobile. Ils ne font pas le job. Ils ne font pas le job. Vous et moi ne pouvons pas communiquer à 0 mètre. Parce que là, j'appelle, vous décrochez et je ne vous attends pas au bout du fil. Mais je suis débité. L'ART ne fait pas son job. Et il y a une agence, je dis, ça va me revenir, le nom de l'agence, qui s'occupe pour lutter contre la concurrence. Donc, il n'y a pas d'entente entre les opérateurs d'un même domaine. Ça peut se faire avec le secteur de l'énergie électrique.
qu'on libéralise ce secteur, un peu comme le chef d'État vient de le demander avec les marketeurs pour la fourniture de carburant. Je repose la question. C'est vous qui allez venir les faire fonctionner ou vous comptez que ce soit là maintenant qu'il fonctionne, puisque cette structure existe et que je viens de vous citer un secteur où ils ont fait ami-ami. Je parle d'un problème de management, je parle d'un problème de mal-gouvernance. Ça veut dire que nous avons des personnes qui n'ont pas intérêt à pouvoir faire marcher normalement les choses, au lieu de servir l'État, ils se servent eux-mêmes. C'est de ça que je suis en train de dire. Ouais, il faut les dégager. Il faut les dégager. Non, il ne faut pas dégager ces gens, il faut dégager tout le système entier. Parce que le responsable, c'est le chef. Je ne peux pas admettre que quelqu'un qui ne fournit pas les résultats dont je suis attendu, je continue à le garder sur place. Je dois me débarrasser de lui. Si je ne me débarrasse pas de lui, ça veut dire que je suis complice de ce qu'il est en train de faire. Donc c'est le chef que nous allons sanctionner en 2025. D'accord. On fait parler les gens, ou Majesté, vous vouliez dire quelque chose. Il y a Doubi et Lamé, la petite mise en bouche improvisée sur le pape apparemment fait parler encore. On en a parlé. J'avais un mot à dire dessus. Justement, Sa Majesté avait raison. Quand on parlait de ça, je n'ai pas voulu arracher la parole. Il y a un communiqué qui circule attribué aux évêques du Cameroun. Je vais peut-être vous le passer tout à l'heure. Il y a un communiqué. Mais sauf que le communiqué n'est pas endossé. C'est pour ça que je le prends avec des pincettes. Moi, je repose ma question. Ils se sont réunis où? Non. La conférence épiscopale a son secrétaire, peut déléguer un évêque pour pouvoir... Non, il n'y a pas besoin de se réunir. Je ne comprenais pas pourquoi je pose cette question. Oui. Je pose cette question parce que pourquoi on sort un communiqué, comme vous dites qu'il n'est pas endossé. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas en train d'en parler. Je parle de quelque chose qui paraît authentique et vrai. Visioconférence. Donc, un document qui circule et qui n'est pas endossé ne m'intéresse pas. Parce que pour moi, il n'est pas vrai. Jusqu'ici, on n'a qu'un prêtre, un archevêque du côté de Bamenda. Donc vous condamnez les évêques du Cameroun, madame? Non, c'est pas ce que je dis. Je suis en train de dire elle ne pas diffuser on ne diffuse pas une information sans source. Et ça, c'est pour ceux qui veulent m'écrire pour dire ils ont été en conclave et je demande la réunion s'est tenue où et qui endosse le communiqué. Si ce n'est qu'à balancer, si ce n'est que balancer des documents sur les réseaux sociaux pour le faire comme si tout le monde peut en faire. La seule information venant du Cameroun pour l'instant, c'est qu'on a un évêque du côté de Bamenda qui a fait une sortie claire pour décrier cette affaire à titre individuel. Ça, c'est clair, il a assumé et c'est clair. Maintenant, pour le reste, on attend la sortie officielle qui sera endossée. Donc, les documents qui circulent, on est quand même une émission sérieuse. Je voudrais voir qui endosse le communiqué pour le lire sur ce plateau. Sinon, ça ne sert à rien. Si les évêques ne font pas le... Non, c'est pas pour l'instant, mon procès n'est pas encore là-bas. On a encore à accueillir... On n'a même pas besoin. Ce que le papa dit... Il a dit. Lorsqu'on lit très bien le texte, il n'y a pas obligation de bénédiction des couples du même sexe. Il n'y a pas obligation. Donc, ça veut dire, vous pouvez, pas vous devez. Ça, c'est ton analyse. Non. Nous pouvons dans les textes. Nous allons comprendre si nous lisons. Vous pouvez. Je crois que vous devez vous en convaincre vous-même. Voilà. Continuez à vous convaincre. Vous avez déjà entendu. C'est de Côte d'Ivoire nous dit, par exemple, ils n'ont pas l'obligation. Non, ils sont contestés. Ça, c'est une contestation. Ce n'est pas dire qu'ils peuvent avoir le droit ou non. Ils veulent dire qu'en tant qu'Africains, ça ne cadre pas avec nos masses. C'est ce qu'ils ont dit. Et c'est la raison pour laquelle nous, on n'est pas d'accord avec cette sortie du pape. Le pape n'a pas dit dans son message que choisissez ou ne choisissez pas. Il a dit voilà ce que l'Église catholique vous demande de faire. Mais maintenant, en tant que représentant aussi de la religion en Afrique, ils trouvent que ça ne cadre pas avec l'environnement, ça va les mettre dans des problèmes. Ils font cette sortie, c'est ce que nous on attend aussi au Cameroun pour l'instant et qu'on n'a pas. Voilà, on va faire parler des téléspectateurs. C'est pourquoi je disais, le courrier qui circule là, moi c'est que ça arrive très vite chez moi. Quand tu me vois, je ne lis pas un courrier ici, ça veut dire que ce courrier me paraît... Ah oui, je voulais juste... C'était pour juste préciser pourquoi la Majesté disait qu'il y avait... Il a le même courrier suspect. Voilà. Comme beaucoup de Camerounais ont le même courrier suspect. C'est quand même curieux, hein. Voilà. C'est ça. Donc, tant que ce n'est pas endossé, ce n'est pas officiel, il n'y a pas de cachet, il n'y a pas de ceci, je ne peux pas venir sur ce plateau du au Camerounais, les évêques ont dit que... Quel évêque? Absolument. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas rendu solennel ce document au Cameroun. Le seul prêtre, parce que lui-même, je peux donner son nom, le seul prêtre, c'est du côté de Bamenda, qui a fait une sortie officielle pour dire que cette affaire-là ne marche pas avec
notre environnement, Monseigneur Andrew Kea Funya, archevêque de Bamenda. Il est le seul pour l'instant qui a fait une sortie claire et qui a dit que cette décision du souverain pontife est aux antipodes de la conception africaine du mariage. Pour lui, en Afrique, nous comprenons le mariage comme l'union entre un homme et une femme, et tout ce qui est en dehors de cela relève de la sorcellerie. C'est ce qu'il a dit. Donc pour lui, il n'est pas question que les prêtres africains se plient à cette demande. Mais maintenant, on attend que les autres parlent. C'est silence radio. Je pense que c'est la naissance de l'Église catholique africaine là maintenant. Bon, on espère aussi. On va faire parler les téléspectateurs. Bonjour, l'histoire... bon, c'est vrai que moi j'ai des téléspectateurs qui parfois arrivent ici, chacun avec son histoire. Voilà. Plutôt signé par l'archevêque de Bamenda, président de la dite conférence. Non, l'archevêque a parlé pour lui. Il n'est pas président, il n'a pas parlé en tant que président d'une quelque conférence. Il a fait une sortie personnelle. C'est lui le président? Non. Non. Voilà, en tenue de détente pour une belle fête de la Nativité, sincères condoléances à l'enseignant qui boit de l'eau. Majesté, en ce vendredi, revient-il de la mosquée pour une reconversion nutritionnelle, politico-spirituelle. Mambo que je revois avec son partillon, pour quelle résolution a fragilisé l'églisien au Ndondo. Sans eau et énergie, du fait de la malgouvernance, à nous montrer des églisiens jouisseurs de la mission du héros, où l'on danse, mange, boit, sexe à profusion, s'écartant des besoins fondamentaux dont a besoin la population qui tribe dans ses choix. C'est ma soeur il savait que c'était ton maman. Ce soir. Bonsoir la Rose nationale. Si on t'explique le Cameroun et tu te dis que tu as compris, la Rose, soit on t'a mal expliqué ou tu as mal compris. Même ceux qui nous dirigent à un moment donné ne comprennent même plus le fonctionnement de ce Biameroun. Notre seul espoir est le remaniement naturel. Wadiébé Service depuis Kayele, qui nous écrit: voilà le Cameroun à ce rythme, si vous voulez l'émergence 2035, nous qui sommes ici à Soie, ça fait 3 ans que nous n'avons pas d'eau, l'électricité même, on ne parle même plus. Bonsoir à tout le panel. C'est une grosse honte pour un pays aussi riche de manquer d'eau à boire ou de courant. Allez regarder la qualité de l'eau qui est servie. Elle est marron. Pourquoi multiplier les postes pour un même domaine? La réponse est très simple. Récompense post-électorale, logique mystico-religieuse, bref, tout sauf le mérite. Sa Majesté sait que les barrages récités sont de gros éléphants blancs. Le Cameroun est à refonder complètement. C'est Bertrand depuis au Bobogo qui nous écrit. Je dis bonsoir à la bellissime Rosalie. Vraiment que Majesté essaye un peu, même pour une fois, d'être sérieux. Je ne sais pas si à chaque fois qu'il passe sur un plateau de télévision, il a une rémunération après. Un État reconnaît une dette et est en train de négocier avec son créancier, mais lui, il nous fait une projection de 2025. Entre-temps, il vit en paix avec sa famille. Il y a Majesté. Et même honte pour une fois, non. 2025 de quoi? Dimi Fotso depuis Douala. Madame Rosalie, bonsoir. Les retraités n'ont plus droit au fait. Je me demande pourquoi la CNPS ne fait jamais son conseil d'administration. Jean Barga, je ne sais pas de quoi vous parlez. Bonsoir madame. Vraiment l'affaire de Néo et Kamwatala, qu'on nous laisse tranquille. Nous sommes déjà habitués. Bonsoir ma belle. Savez-vous que les fameux barrages à l'instar de Menveleux expliqués par le RDPC sont simplement des rétentions d'eau? Il n'y a aucune production d'électricité à attendre de ces barrages. Barrage Lompanga et Menveleux, une grosse arnaque politique au Swan et Minalmi. Albert depuis Douala. Bonsoir Rosalie, tu as oublié d'ajouter le réseau téléphonique à ta thématique du jour, Bref, pour dire que rien ne marche dans ce pays, j'ai reçu une facture d'eau de 12 000 ce mois. Pourtant, je suis seul chez moi et depuis un mois, j'ai pas d'eau chez moi. Ce gouvernement met nos nerfs en rue de preuve. Vous n'avez qu'à voir comment les Camerounais sont tendus et deviennent de plus en plus agressifs. Sommes-nous encore gouvernés quand le chef de l'État lui-même nous pose la question à savoir que manque-t-il pour que pour ce qui se fait ailleurs pour ce qui se fait ailleurs ne marche pas chez lui. Lui-même, il est dépassé. Cyril, depuis Douala, qui réagit. Autre réaction ce soir. Bonsoir, brave dame, ma journaliste poignante. Pour le thème, j'aime la sortie du pape.
car ça va ouvrir les yeux des Africains qui doivent retourner dans leurs sources, valeurs et autres. La sortie du pape prouve que cette église n'a jamais été au service de Dieu, mais prône des valeurs très sales. Voilà un être humain qu'on appelle sa sainteté, un homme, avec ses enfants qu'on appelle père. Vraiment, voilà comment Dieu crache des démons. Africains, ouvrez les yeux, les Chinois ont le bouddhisme, les Européens le christianisme, arabe, l'islam. Africains, bougez les méninges. Gérard, ingénieur financier, bonsoir aux techniciens. Voilà, il est là Ismaël, il est là Guy Fernand. Bonsoir à vous, la brillante Rosalie, et à votre panel. Juste pour vous dire que le Cameroun a toutes les ressources disponibles pour fournir de l'eau et de l'énergie. Mais on a comme l'impression que c'est des gens qui ne s'y connaissent pas. Soit c'est un problème de volonté politique, c'est déplorable aujourd'hui, mais ce régime-ci nous a déçus. Et puis même, c'est un ministre qui avait été confié à la Meufou à Conan, sauf que ces gens n'ont aucun parcours de formation à la base. Mais compte tenu des affinités que les uns et les autres ont eues au niveau de la présidence de la République, c'est le fiscaliste comptable Vincent Ateba, depuis le quartier Van à Yaoundé, qui réagit. Rosalie, pourquoi cette approche partielle et parcellaire d'une politique mal ficelée au départ? Nous sommes devant l'échec des grandes réalisations du président septennat. Aucun projet n'est arrivé à terme. Je me rappelle à la sortie de Christine Lagarde, alors directeur général du FMI, qui avait attiré l'attention du Cameroun sur le grand nombre de projets retenus. La réaction des chanteurs du RDPC ne s'est pas fait attendre en demandant de quoi elle se mêlait. C'est M. Zigli qui demandait tout à l'heure si le pape François veut dire qu'il ne sait pas pourquoi Dieu avait brûlé Sodome et Gomorrhe. Voilà. Je crois qu'il a suivi ma réaction tout à l'heure, M. Zigli, pour le communiquer. Bonsoir Rosalie. Ça, on s'en va. Plus 90. C'est de quel côté? En Turquie. Voilà. On s'en va en Turquie. Bonsoir Rosalie, à ton panel. Vraiment, le pays va de mal en pis. Pas d'eau, pas d'électricité, pas de carburant, pas de complexe sportif d'Olembe, pas d'opération épervier, faux documents. Finalement, où va le Cameroun? C'est Stéphane Ducamer qui nous écrit donc depuis la Turquie. À présent, on va au Gabon. Bonsoir Rosalie. Le monsieur du RDPC demande... on attend le courant en 2025, même les routes en 2025, même l'eau en 2025, c'est un mensonge. Il partait parce que déjà quitté le pouvoir, pardon, c'est Berthold depuis le Gabon, il avait déjà quitté le pouvoir, pardon. Okay. On va en Côte d'Ivoire. Bonsoir ma bien-aimée Rosalie. Au Cameroun, on accuse Eto'o des contre-performances du football alors qu'il n'y est que depuis 2 ans. Monsieur Biya est président depuis 41 ans et les Camerounais n'ont ni eau ni électricité, encore moins de route. Ma bien-aimée Rosalie, tant que Monsieur Biya sera président du Cameroun, tout ira de mal en pis. Ce qu'il n'a pas pu faire en 41 ans, même en 2 siècles, il ne pourra pas. Ma bien-aimée Rosalie, toutes les sociétés publiques sont en faillite, entre autres SICAM. Ma bien-aimée Rosalie, l'homosexualité existe en Afrique depuis des siècles et ce n'est pas l'Église catholique qui l'a créée. Mieux, les homosexuels sont aussi des enfants de Dieu. Qui sommes-nous pour les juger? En quoi un hétérosexuel est moins pécheur qu'un homosexuel? Assumez vos affaires. Nous, on n'est pas obligé de gérer ça. Bonsoir madame et à vos invités. Alors la question que je me pose quand nos dirigeants vont en Europe, ils font des photos. Ils regardent comment il y a de l'eau, la lumière, la route. Ils n'ont pas honte quand ils arrivent à donner un minimum à la population. Aucun membre du gouvernement ne peut aller faire des photos à la poste centrale, etc. À Batum David Steven, depuis mon village Sontap, qui nous écrit: bonsoir Rosa, les citoyens lambda payent les factures. Seulement les factures non payées sont le résultat du non-paiement de factures des caciques de l'État, car donnez-moi un service, commissariat, gendarmerie, service de concentré des ministères et y compris leurs domiciles respectifs qui payent. Et là, on peut comprendre pourquoi l'addition est salée. Pour moi, l'État est redevable de cet argent et ils doivent payer. Crois-tu que la présidence paye les factures? Seulement les préfectures ne le font pas et obtiennent tout gratuitement. C'est Ghislaine Dodia qui nous écrit. Et pourtant, il y a un agent qui est débloqué pour le fonctionnement. Lorsqu'on parle des frais, du budget de chaque structure, on a le fonctionnement et l'investissement. Et très souvent, le fonctionnement est plus élevé que l'investissement. Ça veut dire qu'on ne paye pas, mais l'argent pour payer est là. Conclusion de course, ça ne concerne pas. On veut l'électricité.
Le reste là-bas, comment ils s'arrangent, qui s'arrangent, on en a besoin. Bonsoir Rosalie, voici un pays où l'on vivait mieux il y a 50 ans qu'aujourd'hui. En 41 ans de décrépitude totale, le Cameroun a tellement régressé qu'on risque de nécessiter 41 autres années avec de nouvelles personnes patriotes et amoureux du Cameroun et des Camerounais pour pouvoir attraper le gap. Mon ami parle de 2025 alors qu'il y a 30 ans, il fallait déjà se débarrasser de ce régime de juicero pétrisseur. Mais j'ai vu des jeunes de mon quartier voter plus de 4 fois avec des cartes de personnes décédées pour 2000 le vote. J'ai compris ce jour que l'auberge d'où on doit sortir là n'est pas encore construite. Merci. C'est Ferrara Sendobo depuis Ferrara en Italie qui nous écrit. Bonsoir plateau. J'ai écouté tes invités. Personne ne nous dit pourquoi les Camerounais n'ont pas d'eau, n'ont pas d'électricité depuis 41 ans. De Ebou Fegue à Blaise Moussa, combien de milliards ces deux structures ont-ils englouti? À ma connaissance, M. Ondondor ne bégaye pas. Je comprends sa peine à pouvoir justifier l'incompétence, le vol et l'absence de leader. Dit que nous attendons 2025, mon Dieu, les Camerounais n'attendent plus rien. Nous attendons l'arrivée de la force, l'inexpérience qui doit remplacer la force de l'expérience. Suivez mon regard. El Hadj Maïriga Ibrahim, qui réagit également ce soir. Bonsoir Rosalie. Votre thématique est juste la résultante des 40 ans de médiocrité de la clique de Sa Majesté. Vous avez oublié le carburant, les routes. Le régime des billets est la pire chose qui soit arrivée au Cameroun, en espérant qu'ils aillent tous dans la poubelle de l'histoire. Sa Majesté mis à part voler tes gars, à part voler tes gars, sérieusement, ça veut faire quoi? Franck depuis Mana. Donc, ils ont le diplôme. Et il me met à part. C'est vrai que... Non, il t'a dit qu'à part voler tes gars, ça veut faire quoi? Ça veut dire qu'il vous colle. Ok. Donc, vous tous là, vous piquez. Ok, Franck, vraiment, il faut revoir ton jugement. Il ne faut pas être extrémiste. Il y a des... Il faut... comment on dit? Il faut être indulgent, oui, et relativiser. Il y a des choses qui ont été réussies et d'autres qui n'ont pas été réussies. Bonsoir très chère Rosalie, permettez-nous de vous dire que le Cameroun sera refait. Quoi qu'il arrive, le Cameroun sera refait. C'est tout ce que je voulais vous dire pour le moment. C'est Liam Lee qui nous écrit ce soir. Bonsoir à vous le panel. Ce que le pape vient de faire est de mettre à nu les différentes pratiques de l'Église catholique romaine qui sont contre nos traditions africaines. Les prêtres imposent aux femmes de faire un veuvage chrétien avec pour objectif de devenir le mari caché de cette femme puis bénéficier des biens du disparu. Hervé Samet depuis Yaoundé. C'est pas un procès d'intention, monsieur Hervé Samet? Ah d'accord. Bon, quand vous partez prendre mes photos et vous me les envoyez en rang en mettant belle créature, c'est quoi le projet? Exactement. Abomination, saurait depuis Ange Raphaël. Bonsoir, le papa a perdu sa vocation pastorale. Je prie Bia de ne pas accepter cela selon la loi du Cameroun. Bon. Bonsoir Rosalie, toujours ravissante. Bonsoir, le problème de ce pays, c'est le système. Je me dis qu'on va rétablir ça en 2025. On ne doit plus reconduire le RDPC, c'est un peu trop. Bonsoir Maman Rosalie, la seule solution, c'est qu'on donne ce pays à Poutine. Pendant juste un an, on verra les miracles. Laurent Quoi depuis San Mélima. Bonsoir ma belle, savez-vous que les fameux barrages à l'instar de Menveleux, je crois que j'ai lu votre message. Ça ne sert à rien de renvoyer une seconde fois. On peut nous bombarder à toute heure à cause de l'obscurité. Et s'il faut même fuir, on n'aura pas d'eau pour se réhydrater. Au final, nous sommes vulnérables en tant qu'humains. Bonsoir Saint-Jacques. Bonsoir à vous, Info TV. Très bon thème pour ce soir. Vraiment, le Cameroun est un pays pourri dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs, les Camerounais ne trouvent pas satisfaction. Et la responsabilité revient au chef de l'État car il voit et les gens crient partout que les gens sont en train de détourner. Au lieu de les arrêter, il les décore plutôt. Vraiment, les gens du RDPC devraient avoir honte. Adolphe, depuis Garoua. Allez, on va d'abord s'arrêter là. On va prendre notre plage publicitaire et puis on revient pour la suite.
Alors, vous êtes toujours sur Info Télévision. L'émission, c'est le grand soir de lundi à vendredi. Et nous prenons beaucoup de plaisir à échanger avec vous sur ce plateau, sur les thèmes qui font l'actualité. Et bien entendu, l'actualité, c'est également les revendications publiques au Cameroun. Il faut le dire, hein, on a vécu pendant toute cette année, puisqu'on a un droit de ligne pour sortir de l'année 2023, beaucoup de revendications entre les enseignants, avec les affaires OTS, OTA qui n'ont toujours pas trouvé de solution. Plusieurs secteurs d'activité, les médecins ont manifesté, les transporteurs ont manifesté. Je sais même pas le secteur qui n'a pas manifesté, parce que même les retraités ont manifesté. Je ne parle pas des structures privées qui également ont été secouées pendant cette année avec des revendications publiques. Alors nous, on se pose la question aujourd'hui, et là je vais démarrer par vous. Monsieur, non, j'ai commencé par vous tout à l'heure. Là, je vais commencer par monsieur Bama. Sur ce coup, est-ce que finalement, l'heure n'est pas à mettre sur pied un dialogue social rapidement pour éviter de se retrouver encore en 2024 avec les mêmes travers, les mêmes bagarres? Exactement. Je pense que pour éviter qu'il y ait des dérives, pour éviter que tout le monde ne se prononce n'importe comment, il faudrait que l'État ouvre vraiment un dialogue, un grand dialogue où toutes les couches, tous les secteurs, ils seront représentés. Chaque secteur pourra poser ses problèmes. Et je pense que le gouvernement pourra prendre en compte ces réclamations-là. C'est juste que lorsque un être humain n'est pas écouté, lorsqu'il se plaint régulièrement et qu'il n'est pas écouté, du coup, il peut réagir autrement. Ça peut vous pousser à tenir un langage vraiment pas du tout agréable, que ce soit à travers les réseaux sociaux. Mais je pense encore que revendiquer est une chose importante. Mais maintenant, il faut voir quelle est la manière dont on veut revendiquer, quelle est la manière, quelles sont les procédures, quel est le canevas qu'il faut adopter. Parce que ça ne sert à rien de se tenir peut-être sur la place publique, d'insulter tout le gouvernement, d'insulter le président, d'insulter les ministres, que ce soit dans les réseaux sociaux, et dire que non, oui, le Cameroun va mal, oui, il y a les problèmes des routes, oui, la malgouvernance, la corruption et tout ça, c'est vrai, ça existe. Mais maintenant, quelles sont les structures où nous devons poser, nous devons nous diriger vers quelles structures pour pouvoir poser nos doléances. C'est ce que moi je convoque ici là. Donc, dans de prime abord, pour vous, vous avez juste un souci avec la manière de revendiquer observée au Cameroun. Vous allez sûrement nous dire laquelle des versions vous sied le mieux. Monsieur Ondondon, est-ce qu'il n'est pas normal à un moment donné qu'on ait ce sentiment de ne pas être écouté qui conduit au ras-le-bol que nous avons désormais au Cameroun, où finalement c'est tous les corps de métier qui ont décidé de monter au créneau pour se faire entendre. Peut-être ça peut ne pas plaire, peut-être c'est aussi la seule solution que tous ces hommes et femmes ont aujourd'hui de faire passer leur message au Cameroun, puisqu'à habitué à des sortes de répression, c'est pas nouveau, où à chaque fois qu'il y a une revendication, ça finit par une débandade totale, où on a des forces de maintien de l'ordre qui interviennent, parfois violemment. Est-ce que ça ne justifie pas qu'aujourd'hui on ait des cas de OTS, OTA et autres? Même si eux, je juge qu'ils sont même d'ailleurs très, très calmes, parce qu'ils n'ont pas encore fait de sortie dans la rue par rapport aux autres qui font des sittings. Vous savez, Madame Rosalie, la vie d'une nation n'est jamais un long fleuve tranquille. Ici comme ailleurs, dans les États, dans un État, la revendication sociale qui fait partie de la demande une demande de réévaluation de son statut social, je crois que c'est inhérent à l'homme. Le Cameroun, comme les autres nations, ici nous avons toujours tendance à faire allusion aux pays occidentaux. Dans les pays occidentaux également, lorsque vous regardez l'actualité, vous avez tendance à voir chaque jour, soit dernièrement ce sont les cinéastes ou les acteurs aux États-Unis qui ont marché pendant plus d'un an, pratiquement. Plus d'un an, ils ont marché pour la revalorisation, n'est-ce pas, du traitement qu'ils doivent avoir par rapport aux producteurs ou aux réalisateurs qui sont aux États-Unis.
En France, bon, à part les problèmes de gilets jaunes, c'est des problèmes sociaux qui chaque jour sont posés entre employés et employeurs. Parce qu'en réalité, lorsqu'on va parler de dialogue social, on va trouver, n'est-ce pas, c'est le dialogue entre les partenaires sociaux que sont un employé et un employeur, les employés et leurs employeurs. À partir du moment où on a des entreprises privées qui emploient les gens, à partir de ce moment-là, les employés sont en droite mesure, en droit, n'est-ce pas, de demander, n'est-ce pas, la revalorisation de leur statut. Ça peut être ici dans votre société, qui est une société privée. Vous pouvez, n'est-ce pas, si vous êtes syndiqué, n'est-ce pas, demander que vos droits soient revalorisés et que vous cherchez, n'est-ce pas, un meilleur traitement. Revendiquer, c'est normal. Revendiquer, c'est normal. Revendiquer, c'est normal. Ça fait partie de toutes les corporations qui existent. Je crois que c'est même l'idéal, parce que depuis l'avènement de l'Organisation internationale du travail, c'est l'une des choses qui a fait en sorte qu'il y ait un système mondial de fonctionnement, parce que tout est parti, n'est-ce pas, de la demande des travailleurs pour revaloriser, n'est-ce pas, leur niveau mondial. Je dis donc que le Cameroun n'échappe pas à ce qui se passe ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle ici au Cameroun, il y a des instruments, des institutions qui sont chargées, n'est-ce pas, de régler les problèmes liés à la revalorisation des statuts du travailleur. C'est nécessairement le ministère du Travail et de la Sécurité sociale qui a en charge, qui a l'attribution première, n'est-ce pas, de régler les problèmes qui doit y avoir, n'est-ce pas, entre les partenaires sociaux que sont les employés et les employeurs. Au-delà du fait que tout part d'abord au sein de l'entreprise. Au sein de l'entreprise, il y a généralement ce qu'on appelle un règlement intérieur. Lorsque vous êtes dans une entreprise, il y a un règlement intérieur. Le règlement intérieur fixe le droit et les devoirs, n'est-ce pas, des travailleurs. Et c'est généralement à ce niveau que la bataille commence. La bataille peut commencer un peu plus tôt, parce que la première bataille, c'est le contrat. Lorsque vous signez un contrat avec votre patron, quels sont les termes du contrat que vous avez? Ça veut dire si vous êtes employé domestique. Lorsque vous arrivez, vous signez le contrat, ça peut être un contrat verbal, ça peut être un contrat verbal, ça peut être un contrat écrit, tout part de là que bon, je vais travailler pendant tel nombre de jours et vous devez me faire ceci. Mais après un an de travail, vraiment, j'ai déjà fait un an de travail ici chez vous, patron, je crois qu'il faut vraiment que mon salaire augmente. Donc c'est à partir de ce moment-là que les problèmes commencent. Chacun commence à défendre ses droits. Tout part donc du contrat et puis ça impacte le règlement intérieur. On peut le comprendre dans le privé, mais dans le public, quand on recrute quelqu'un, les salaires sont connus d'avance. Dans le public pourquoi également. on se retrouve donc avec des gens qui ont des arriérés de salaire dans le public, qui ont des 2 tiers, le 1 tiers et tout le reste qui conduit. Dans le privé, on peut comprendre que c'est du gré à gré. Ça peut se régler. Pourquoi on a le même problème dans le public? On a affaire, n'est-ce pas, à un employeur, l'État, et les employés, n'est-ce pas, les agents publics de l'État. Et ici également, lorsque les agents publics de l'État sont syndiqués, parce que le syndicalisme est né depuis, n'est-ce pas, l'existence du travail, le syndicalisme est né pour améliorer les conditions de vie du travailleur. C'est pour cela que il y a le syndicalisme. Le syndicalisme fait partie des libertés fondamentales de l'homme. C'est normal que les employés, dont les agents de l'État, demandent à ce que leur traitement soit meilleur. Le problème que nous avons donc aujourd'hui... je voulais d'abord dire que ça fait partie... Oui, ça on l'a compris. Notre inquiétude aujourd'hui est que donc, chaque fois qu'on a ce genre de revendications qui sont normales pour tout le monde, tout à fait, on a des répressions, on a difficilement des échanges. Lorsque vous revendiquez, on considère que vous voulez empêcher les structures de tourner, vous êtes hors la loi, il y en a qui sont interpellés, il y en a qui sont virés, il y en a qui sont menacés, comme si la revendication aujourd'hui était un problème. C'est ça que nous posons en débat aujourd'hui. Ça ne devrait pas être un problème. Heureusement, nous avons affaire à M. Simos, avec qui j'ai de très bons rapports, c'est un syndicaliste. Nous travaillons sur beaucoup d'autres choses ensemble. Le syndicalisme n'est pas né pour freiner, n'est-ce pas, pour freiner les rapports entre les employés. Alors pourquoi le dialogue est si compliqué? Donc le syndicalisme fait partie, n'est-ce pas, du droit, n'est-ce pas, du droit des travailleurs. Pourquoi le dialogue n'existe donc pas? Je crois qu'il faut faire comprendre aux employeurs
même si c'est l'État, que non, le syndicalisme est tout à fait normal et que le syndicalisme fait partie, n'est-ce pas, de l'essence même du travail, parce que ça fait partie, n'est-ce pas, de la demande permanente de la revalorisation de son statut social. Donc, on ne devrait pas, lorsque l'employé demande à revaloriser son statut, on ne devrait pas, n'est-ce pas, automatiquement répondre par le bâton. Non, je crois que répondre par le bâton aux travailleurs qui revendiquent leurs droits n'est pas juste. Ce n'est vraiment pas juste. Et il y a toujours, puisque c'est un dialogue qui est entre les partenaires, entre les employés et les travailleurs, on trouve toujours, n'est-ce pas, une sorte de modus vivendi, une sorte de consensus pour que on fasse comprendre. Si les employés, on leur dit que non, vous voyez que ce que vous demandez est au-dessus de notre droit, sinon nous risquons fermer l'entreprise, vous pouvez peut-être aller jusqu'à tel niveau, parce qu'en réalité, de plus en plus, quelle que soit l'entreprise dans laquelle on se trouve, on gère l'entreprise est gérée entre l'employé et l'employeur. Ça veut dire que même si c'est l'employeur qui a créé son entreprise, à partir du moment où son entreprise est déjà existante, dès lors que vous faites appel, n'est-ce pas, aux employés, vous devez, n'est-ce pas, conduire et gérer l'entreprise ensemble. La vie, l'essence même de l'entreprise, n'est-ce pas, dépend, n'est-ce pas, des rapports que vous avez, parce que c'est une œuvre déjà commune, c'est une propriété déjà commune, même si c'est vous qui avez créé l'entreprise. Il en est également ainsi de l'État. L'État, lorsque les employés, les agents publics de l'État posent des problèmes, l'État doit répondre à ces problèmes. Alors, lorsque les problèmes sont au-dessus, n'est-ce pas, de l'employeur qui est l'État, l'État doit trouver, n'est-ce pas, la juste mesure pour expliquer à ses employés que, comme vous voyez là, nous risquons fermer l'État si les revendications vont au-delà de ce que nous avons, parce que notre État ne peut avoir que telle réserve, et qu'avec telle réserve, nous pouvons vous gérer. Je crois que ça fait partie de la gouvernance, de la bonne gouvernance. C'est la raison pour laquelle nous sommes en politique, nous venons en politique pour expliquer, pour que la gouvernance soit meilleure et pour qu'il y ait, n'est-ce pas, le bon rapport entre les employés et les employeurs. Alors, M. Simon Mambou, une fois qu'il a expliqué ce que devrait être la logique, sur le terrain, c'est tout autre chose. On assiste, d'ailleurs ce matin encore, les syndicalistes ont fait une sortie pour une cause qui est trouvée juste. Il y en a qui ont dû subir quelques bons coups de bâton, il y en a qui ont été interpellés. Et pourtant, c'est ce que nous sommes en train de dire. Cette communication dont parle Majesté aujourd'hui devient urgente au Cameroun pour qu'on ait moins de tensions. Parce que pour l'instant, tout le monde est tendu. La conversation ne passe pas. On a des gens qui bloquent de chaque côté. Lorsque vous essayez d'expliquer, là où ça ne marche pas, on vous considère comme ceux-là qui veulent empêcher de tourner rond. Et pourtant, c'est normal que chacun soit confortable lorsqu'on veut travailler ensemble. Et lorsque je ne suis pas bien dans ma tête, que je l'exprime, c'est normal pour qu'on puisse se comprendre. Mais on se rend compte que ce n'est pas quelque chose qui passe facilement au Cameroun. Encore pire, lorsqu'on entend un syndicat devant, on a l'impression qu'on vient créer, on dit que quoi, les troubles à l'ordre public, on vient créer l'insurrection au pays, un mot que tout le monde a peur maintenant de prononcer, parce qu'on a peur de se faire taper sur les doigts, même si les revendications sont normales, comme il a dit d'ailleurs. Tout à fait. Déjà, les groupes sociales, on peut les constater dans pas mal de pays. Pour le cas du Cameroun particulièrement, quand vous dites l'urgence d'un dialogue social, je pense qu'à un certain niveau, le dialogue se tient, mais sauf que c'est un dialogue de dupes. Ouais. Parce que régulièrement, nous avons vu le ministre en charge du travail et de la sécurité sociale réunir les syndicalistes de tous bords, essayer de trouver un terrain d'attente, faisant parfois des promesses qui n'arrivent pas forcément à tenir, simplement parce qu'il n'a pas la capacité à pouvoir solutionner les problèmes immédiatement. Mais il a quand même au moins la volonté de pouvoir souvent les associer pour dans cet espace, dans la réflexion, dans cet espace de dialogue. Et ces dernières années, nous avons connu les OTS, le mouvement des enseignants, vous avez dit, des médecins, des infirmiers, vous l'avez cité, des transporteurs taxis, des transporteurs par camion. Nous avons eu tellement de grogne. Et c'est tout à fait normal dans une société qui se veut dynamique. Les gens doivent demander à ce que les conditions de travail, les conditions de vie soient améliorées. Ils doivent exiger. Pour certains, ils demandent des statuts. Ils réclament des statuts. Pour d'autres, ils demandent simplement que les conditions de travail de l'employé soient améliorées parce qu'ils jugent que l'employeur stime beaucoup plus la part belle dans ce qui est fait. Donc il faut une certaine répartition.
Et en réalité, c'est un processus. On ne saurait le faire en une fois. Si l'État va embrasser ce type de problème en une fois, l'État ira très vite vers la faillite. Déjà que nous avons un État qui est en conjoncture économique. Donc, et dialogue social... Avec des milliards dans les caisses personnelles. Oui, évidemment. Ça fait partie du détournement des deniers publics, ce que nous décrions, le comportement, l'attitude de nos dirigeants. Donc ne dites pas qu'on n'a pas l'argent. Bon, disons plutôt que l'argent qui est mal géré. Je parle toujours et j'insiste là-dessus, c'est une question de malgouvernance. C'est une question de mauvaise foi politique. Parce que résoudre le problème, par exemple, des enseignants, je crois qu'ils ont trouvé un début de solution par rapport à la querelle des revendications qu'ils ont eu à faire en disant qu'on ne va plus intégrer systématiquement au sortir des écoles des enseignants, c'est-à-dire au sortir des écoles normales. Mais par contre, cette mesure normalement devait s'étendre dans d'autres écoles également, comme par exemple les MIA, comme par exemple l'école de police, comme par exemple les NAP, là où on devait aussi leur dire, lorsque vous sortirez de l'école, attendez aussi les concours d'intégration, que de pouvoir, lorsque vous avez des enfants, et que tous ont des problèmes, vous ne devez pas bloquer d'autres à l'extérieur et prendre d'autres dans la maison. Soit tous sont à l'extérieur, soit tous sont dans la maison. Donc il doit y avoir un même traitement, parce qu'ils sont tous enfants de ce pays. Donc c'est ce qu'on demande. Le dialogue social, c'est important, c'est urgent. Et il le faut vraiment pour les faire comprendre qu'il n'y a pas deux catégories de Camerounais. Que ceux qui sont dans des écoles, entre guillemets, élitistes, doivent aussi, de la même manière que ceux qui sont dans d'autres écoles, subir le même parcours. Lorsque vous sortez, vous faites aussi un concours d'intégration. Vous attendez. Ce qui a donc plombé l'État, justement, là, ils sont en train de revenir, c'est parce que lorsqu'ils sortaient directement, ils plaçaient les enseignants et ils n'avaient pas d'argent directement pour les payer. Il fallait commencer à passer par les tiers et ainsi de suite. Et ça a favorisé la corruption. Ça a favorisé, je crois, c'est les 10%, les 3%, les 30% qu'on demandait au niveau du ministère. Non, qu'aujourd'hui, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale prenne son partenaire de pèlerin, raconte tous les syndicats. Malheureusement, comme vous êtes en train de décrire, nous sommes dans un état policier. Donc, il voit toute revendication, mais tout acteur qui met une revendication comme un clou, là où il faut absolument taper avec du marteau. Et c'est ça, justement, qui brise donc le cordon du dialogue social. L'État doit comprendre que gréver, revendiquer, c'est un principe. Maintenant, il faut encadrer plutôt les manifestants. C'est lorsqu'il y a débordement que vous pouvez procéder, même pas forcément par la répression, mais même par l'interpellation d'abord des leaders. Généralement, lorsqu'on prend les têtes, les autres se calment. Parfois, même ce sont ces leaders qui reviennent vous dire, bon, ils nous ont compris, on se calme, on suit notre mouvement, nous allons revenir. Je dis bien, la revendication, c'est un processus. Ça peut mettre 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans pour arriver à bout de ce qu'on attend. Donc, le dialogue social, vraiment, ce serait une bonne chose que le ministre en charge ou bien le Premier ministre, pourquoi ne pas organise maintenant un dialogue social entre les travailleurs et les employés. Donc, et qui devrait être là-bas? Non, les syndicalistes en principe. Parce que justement, ce qu'on... Et vous savez aussi que on n'a pas beaucoup de foi. Ce qu'on justement reproche aux syndicalistes... de faire Miami. Exactement. Avec l'adversaire en face. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, il y a parlé d'un dialogue social de dupes. Ça veut dire que lorsque vous commencez, comme la grogne commence à monter, on appelle les syndicalistes, on appelle les leaders, ils s'entretiennent avec on donne un peu. Il y a des promesses, et après maintenant ils vont calmer. On donne un peu. Non, disons je ne peux pas dire qu'on donne un peu parce que je n'ai jamais assisté, donc je ne peux pas être témoin de dire qu'on a donné, mais je dis que lorsqu'ils ressortent toujours de là, ils sont souriants. Le ton n'est plus le même. Disons que... on peut les soupçonner. C'est normal. D'avoir reçu un peu. C'est tout à fait naturel. Et venir vous dire, les gars, soyez patients. C'est naturel. Mais après, ils prennent le poids comme majesté. Et maintenant, lorsqu'il n'y a pas d'amélioration, lorsqu'il n'y a pas de respect de feuille de route, on revient à la charge. D'accord. Donc il est important. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a jamais le respect de feuille de route. Il n'y a jamais le respect de feuille de route. C'est ça qu'on dénonce. Et puis les gars reviennent, après on les calme encore, on prend encore un peu, mais... C'est ce qu'on constate. C'est regrettable. Et ceci fait partie de la politique du RDPC. Ça fait partie de la politique du RDPC. Vous êtes obligé d'accepter aussi? Non, je vais y venir. Vous savez, on a affamé les Camerounais. De telle en sorte que lorsqu'un leader arrive et qu'il a un petit confort qui lui est garanti, c'est de l'égoïsme. Exactement. Il y a c'est que nous manquons en fait des leaders de conviction. Un leader de conviction, quelqu'un de conviction dit je porte la responsabilité de tout un groupe, je la défends jusqu'au bout, même au péril de ma vie.
s'engager pour la voix des autres n'est pas une chose facile. Et ça doit être un sacerdoce. Mais malheureusement, comme lui-même, il a des problèmes de vie. Généralement, ils sont facilement Je voulais quand même dire quelque chose. Oui, je voulais dire que je ne suis pas syndicaliste. Je ne prends pas la place des syndicalistes. Je ne prends pas la défense des syndicalistes. Mais je crois que le syndicalisme camerounais a une lettre de l'histoire qui fait que le syndicalisme camerounais est un syndicalisme qui a toujours été fort. Depuis la création, n'est-ce pas, de l'État du Cameroun, parce qu'il faut le dire, le premier syndicat camerounais né en 1945-46. C'est ça qui finalement va donner naissance également à l'UPC. Vous comprenez un peu. Et le syndicat a fonctionné jusqu'ici. Je crois qu'en 1960-66, c'est à ce moment qu'il y a eu les différents syndicats se sont retrouvés et au sein, n'est-ce pas, d'une seule organisation, l'Union nationale, n'est-ce pas, des travailleurs camerounais. Et puis, ça a évolué en 1971. Comme pour dire que le syndicalisme camerounais n'est pas maîtrisé. Les syndicalistes travaillent. Ils travaillent pour l'intérêt des travailleurs camerounais. Ils sont mieux outillés parce qu'ils ont, n'est-ce pas, les instruments nécessaires de revendication. Donc, il ne faut pas que vous puissiez, n'est-ce pas, les mépriser dans votre discours comme vous êtes en train de le faire. Je crois que ça pose problème. Ça pose problème parce que le syndicalisme fait partie, n'est-ce pas, d'une liberté fondamentale, n'est-ce pas, des travailleurs, donc des Camerounais, et que sans être parfait, le syndicalisme camerounais également, n'est-ce pas, fonctionne, n'est-ce pas, et travaille. N'oubliez pas que les syndicats de manière générale ont des cotisations, dont lorsque les syndicalistes doivent rencontrer les employeurs, même si c'est les employeurs, même si c'est l'État, je crois que les syndicalistes prennent toujours la peine, n'est-ce pas, de mesurer ce qui est prioritaire pour l'existence, pas des syndicats, ce qui est prioritaire pour l'existence du pays. Donc je crois que c'est pour ça que je voulais m'inscrire en faux sur le mépris que vous voulez faire, n'est-ce pas, des syndicalistes. D'accord, j'étais en train de dire, parce que je vais donner la parole à M. Il y a l'absence des syndicalistes actuellement forts au Cameroun. Et l'une des priorités, en fait, des travailleurs, des syndicalistes, c'est d'exiger la réforme du Code du travail. Le Code du travail, aujourd'hui en vigueur au Cameroun, date de 88, si je ne me trompe pas, à l'époque du feu Joseph Fofé, quand il était ministre du Travail. Aujourd'hui, nous évoluons avec le même code. Pourtant, nous sommes en 2023. Alors que nous sommes en 2023. C'est une aberration. Je pense qu'on devait commencer par là, en fait. La réforme du code devait prendre en compte un certain nombre de... La raison pour laquelle vous parlez de discours de dupes, on fait comme si on défend, et puis on fait ami-ami, et puis c'est les employés qui sont les brebis galeuses de cette affaire, parce que le problème reste identique. Le temps passe, mais on a des leaders qui s'engraissent et qui visiblement sont plus confortables que ceux qui ont tous les problèmes. Désolé, si ça peut pousser à les soupçonner, c'est tout à fait normal. Moi, j'avais dit que je ne peux plus aller couvrir pour les gens de la santé là. Avant que je ne sois à Yaoundé, mais ces gens nous ont tourné en bourrique. Lundi, on va faire bracelet noir, on prend les caméras, on court. Et puis, dès qu'on appelle le leader à Yaoundé, quand ils reviennent, les bracelets disparaissent, il n'y a plus de problème. Sauf qu'un an après, ou quelques mois après, un matin encore, on vous appelle. Pour les mêmes raisons. Un jour, j'ai demandé, mon frère, ça fait 10 fois. Quand vous nous appelez pour le même problème, et chaque fois vous levez le mot d'ordre, et le problème n'est pas résolu. Aujourd'hui encore, c'est quoi? Les postes sont encore vides, il faut qu'on vous appelle encore à Yaoundé. Jusqu'à ce jour, je ne couvre plus leurs annonces de grève. Parce qu'à un moment donné, c'était un jeu qui commençait à fatiguer. Et c'est le gros problème que nous avons avec ce dialogue qui n'arrive pas à se mettre en place, si je ne me trompe, M. Bama. Exactement, Rosalie. Pour revenir même sur ce que vous étiez en train de dire par rapport aux leaders, moi, je préfère telle université. Hein. Lorsque j'étais étudiant, les étudiants étaient en train de gréver. Et le recteur de cette université l'a appelé le président des étudiants. Il a dit, calme-moi ces enfants-là qui sont en train de gréver. Il a eu ce qu'il pouvait avoir là. Et le gars retourne vers les étudiants, calmez-vous, ça va aller, ceci, cela, parce que lui, il avait la GBCR remplie. Vous voyez-vous que
on a des gens qui ne peuvent plus représenter les étudiants. Je prends le cas des enseignants, même les factions qui se sont créées là, il y a d'autres qui étaient pour, d'autres qui étaient contre. Voyez-vous, les enseignants sont allés d'une manière graduelle. Ils sont allés vers qui de droit? On n'a pas écouté. Ils ont dit que si vous n'écoutez pas, si on ne fait pas ceci, nous, on va déposer la craie. Ils ont laissé le temps. Ils ont déposé la craie, mais même comme ils déposent la craie, il y a des menaces, des délégués, on va couper les salaires. On a commencé à couper les salaires. Des sanctions. Vous voyez que c'est la répression. Et moi, je dis au Cameroun, j'ai l'impression qu'on n'aime pas quand on revendique. On voit toute personne qui revendique est perçue comme un terroriste. Il faut prendre la gendarmerie, la police pour les bastonner, fouetter. Or, ce n'est pas ça. Nos forces de l'ordre vraiment ont perdu leur crédibilité. Ça, je vous le dis. Normalement, ils devaient être du côté du peuple, du côté de la population, pour encadrer, pas pour fouetter. Et ce que les enseignants, mon frère disait tout à l'heure qu'il y a eu un début de solution. Il n'y a pas eu de début de solution du côté des enseignants. Rien n'a été réglé. Le fait de dire qu'on ne va plus intégrer, est-ce que ce n'est pas un début de solution? Ce n'est pas ce qu'on réclame. Ce qu'on réclame n'a pas encore été fait. Voyez-vous, quelqu'un sort d'une école normale, est affecté, sans salaire, mais on veut qu'il soit en poste. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Et bien même après un an et demi, lorsqu'il reçoit son salaire, on dit un tiers. Comment il peut vivre avec un tiers de son salaire? Payer le loyer, comment il est affecté, comment on vous parle de frais de relève. Je vous dis, c'est minable. Quelqu'un qui doit là pour Marois, il a 15 000, 20 000. Comment il va gérer 20 000? Arriver à Marois et travailler. Lorsque les enseignants vont nous revendiquer, on va dire que non, ils dérangent. Nous sommes instrumentalisés. Nous sommes même allés vers la présidence. Le conseiller du RGPR a dit patienter. Moi, je dis souvent en mathématiques que c'est dans R. Lorsqu'on te dit de patienter, c'est dans le vide. Quelles sont les bornes? Dans l'espace. On dit patienter. Moins l'infini, plus l'infini. Exactement. Patienter. Patienter signifie quoi? Jusqu'à quand il faut patienter? Et c'est pas bien. C'est pourquoi je dis l'urgence vraiment d'un dialogue social vrai. Pas un dialogue de dupes où quelqu'un vient avec un discours dans la tête, il dit, ok, on vous a écouté, comme De Gaulle avait dit. On vous a écouté. On va dire, c'est sur la table, les gens du RDP sont une chanson là. C'est sur la table du président. Le président suit ça attentivement. C'est posé sur sa table. Le dossier est sur sa table. Arrêtez ce genre de langage là. Vraiment, on en a marre. Et il y a beaucoup de dossiers apparemment sur sa table. Hein. Toujours c'est sur sa table. Maintenant, il faut des priorités. Mais ça prouve simplement les compétences de ses collaborateurs parce que vous ne pouvez pas être chef de l'État et c'est vous qui réglez tous les problèmes alors que vous avez délégué vos pouvoirs à des individus. C'est aberrant. On peut pas ce que je voulais effectivement ajouter, c'est que lorsque on pose des revendications, en réalité, quel que soit le monde dans lequel on se trouve, ce n'est pas toutes les revendications qui sont posées qui doivent être nécessairement des solutions. Ça veut dire que lorsque ton fils, ton enfant a des problèmes, il te pose un certain nombre de problèmes, si tu as effectivement tendance effectivement à lui donner tout ce qu'il veut, lorsqu'il va demander ta vie, un jour tu vas lui donner ta vie. Oui, mais quand je ne suis pas d'accord, je lui explique pourquoi je ne suis pas d'accord. C'est cette communication qui ne passe pas. C'est donc ça qu'il faut expliquer que ce n'est pas toutes les revendications. Et on explique. Oui, ce n'est pas toutes les revendications. Vous ne devez pas, parce que vous avez mal à la tête, vous devez absolument poser le problème sur votre employeur qui doit absolument trouver, n'est-ce pas, une solution. Non, ce n'est pas toutes les revendications mais il faut expliquer pourquoi ça ne peut pas être dans une société où on fait n'importe quoi, où chaque fois qu'on demande quelque chose, chaque fois qu'on trouve une solution, il faut toujours, n'est-ce pas, soupçonner que... Moi, je crois que c'est pour cela que de temps en temps, je suis souvent envers certains Camerounais ou téléspectateurs qui disent n'importe quoi. Parce que la vie n'est pas que la saleté ou la compromission. Nous ne sommes pas... Moi, je ne mange pas toujours de ce pain. C'est-à-dire, s'il y a des vérités à dire, on peut accepter. Si les revendications sont posées, que certaines peuvent être résolues, on résout celles qui sont possibles. On ne peut pas, parce qu'il faut
accepter toutes vos revendications, n'est-ce pas, faire éclater l'État du Cameroun. Ce n'est pas possible. Moi, je vous le dis clairement. Je préfère être sincère avec vous que de vous mentir. Quand quelque chose est bien, il faut le reconnaître. Quand ce n'est pas bien, il faut le dire. Et il faut toujours avoir le courage de dire la vérité. C'est pour cela que quand vous dites qu'il faut communiquer, c'est bon. Il faut toujours avoir la force, le pouvoir de communiquer exactement à tel niveau où nous sommes. Parce que nous travaillons dans l'État ensemble et parce qu'il faut que nous puissions, n'est-ce pas, garder notre État ensemble. C'est important. Malheureusement, c'est ça le... On ne communique pas. Le talent d'Achille. Et lorsqu'il y a boum, c'est là que les gens vont venir faire les sapeurs. Voilà, c'est là où il y a problème. Et ce que vous dites est réel. Et il ne faut pas que certains travailleurs qui, ou du moins les collaborateurs de certains décideurs profitent, n'est-ce pas, pour faire du n'importe quoi en réalité. Parce que c'est ça qui est le vrai problème. Ils font du n'importe quoi, mettant du n'importe quoi sur la tête, n'est-ce pas, des décideurs. Donc qu'est-ce qu'on fait dans du n'importe quoi? Dans du n'importe quoi. Ceux qui font la corruption, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. On ne peut pas dans une société où vous mettez des procédures de corruption en cours de route et que les gens viennent et sont confrontés à ce genre de choses et que à la longue, ça finit, n'est-ce pas, par se savoir, et à la longue, il y a tellement de récriminations, et vous faites semblant de ne rien connaître. Ça, c'est du n'importe quoi, parce que les tensions sociales sont là, n'est-ce pas, pour prouver que il y a eu un certain nombre, n'est-ce pas, de dysfonctionnements dus à, vous l'avez dit, je préfère ne pas utiliser, incompétence ou je ne sais pas, je préfère ne pas utiliser ça. C'est ça du n'importe quoi. C'est la raison pour laquelle il y a des gens qui profitent, n'est-ce pas, de la position et du pouvoir des décideurs pour faire du n'importe quoi. C'est ça qu'il faut condamner, c'est ça qu'il faut dénoncer. Et il faut toujours dénoncer tous les dysfonctionnements qu'il y a dans notre société. Moi, je suis d'accord pour le fait que c'est normal pour un pays d'avoir des institutions. Je suis d'accord qu'un pays doit avoir des institutions, mais je dis qu'on a mal orienté ce qu'on avait. On est allé très vite. Moi, je le dis à titre personnel, on a créé des structures, on a créé des structures qui ne nous servaient à rien pour le moment, pour l'instant, là, parce qu'il y avait d'autres priorités. Ça, je mets entre guillemets le Sénat. Ça, moi, je le dis à titre personnel. Il y avait d'autres priorités. On pouvait bien orienter cet argent ailleurs. Parce que ça ne nous sert. Moi, personnellement, je ne vois pas trop l'importance de ce Sénat-là au Cameroun. Donc, on pouvait orienter cet argent ailleurs. C'est pourquoi je dis, on n'a pas regardé, pensé aux priorités. On a plutôt pensé au fait que non, lorsque ces structures seront en place, on dira qu'on est un État démocratique. Mais franchement, au concret, vous avez l'impression que ça c'est Je pense que Rosalie a répondu tout à l'heure. Elle a dit que ce n'est pas un problème d'argent. Ce n'est pas un problème d'argent. Oui, je suppose. Puisque si on à tout moment, on entend des détournements en des milliards. Ce n'est pas un problème d'argent. C'est un problème de gestion. De mal gouvernance. Et maintenant, mal gouvernance, gestion. Tout à l'heure, vous le disiez, Sa Majesté, dans le principe, actuellement au Cameroun, nous avons l'article 66 dans notre Constitution, qui est là pour orner simplement la Constitution depuis 1996. Pour éviter ces problèmes d'enrichissement illicite qui peut être lié à la corruption, qui peut être au détournement, il suffit simplement de mettre en application l'article 66, la déclaration des biens, pour tout gestionnaire de la chose publique. Moi, je suis d'accord avec vous. C'est tout. Ça va, dans une moindre mesure, endiguer ce flot de corruption, de détournement de deniers publics. Quelqu'un du jour au lendemain devient riche. Prenons un cas. Madame Rosalie, c'est quoi? Prenons un cas, nous étions en train de mettre tout petit peu un doute normal sur les différents leaders. C'est un doute légitime, merci, sur les différents leaders. Parce qu'on soupçonne qu'ils peuvent être soudoyés par des personnes qui sont par les associations de consommateurs. Là-bas, c'est bien. Alors, s'il y avait cette loi, l'application de cette loi, la NIF peut s'occuper des trains de vie d'un leader et loi du jour au lendemain. Donc ils sont là. Mais ils sont là. Ah, ils sont là. Du jour au lendemain, comment est-ce que vous êtes parti de 10 francs à 1 million ou 2 millions de construire l'immeuble? On va s'interroger. Tu peux être un prêtre, non, on va t'interpeller par rapport. Si ce n'est que toi, on va t'interpeller. Nous avons des outils, mais je dis il y a de la mauvaise foi politique. Je ne dis pas que tous les dirigeants, tous les responsables de EDPC sont mauvais. Mais il y a une cacique là qui ont décidé de pourrir ce pays et nous devons nous débarrasser d'eux.
d'une façon ou d'une autre. Si on ne peut pas, le patron ne peut pas les mettre à l'écart, nous allons nous occuper Vous allez la de leur débattre patron. vous-même. Ah oui, D'accord. 2025 s'annonce chaud. Bonsoir Rose, je n'attends rien de ce système dans la solution aux problèmes des Camerounais. La méchanceté, l'égoïsme, l'inhumanité sont des marques de fabrique de l'ordre de 1982. Pour résoudre des crises au Cameroun, on corrompt les leaders et on laisse la grande majorité croupie dans la misère ou alors on détruit votre carrière. Majesté Ondondo, laissez la France et les autres tranquilles. C'est une misère savamment orchestrée pour faire allégeance au président. Le Cameroun est à refaire complètement. C'est Bertrand depuis Obobogo. Bravo, bravo. Pour une fois, Sa Majesté a fait une très bonne approche de la thématique du jour. Cela ne lui est jamais arrivé. Ça veut dire que les choses du 237 peuvent changer positivement dans les jours à venir. Ousmane Amrakaï depuis Maga. Bonsoir, n'invitez plus Majesté, qui reçoit l'argent toujours, l'argent des beignets de ses parents. Car les parents d'élèves ont le problème avec vous. Merci Paul de Yaoundé. Bonsoir, le dialogue social existe-t-il au Cameroun? C'est lui qui revendique est viré. Pire encore, les syndicalistes sont du côté de l'employeur avec des poches pleines. Vraiment, quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants? Le cas d'Africa Security est à vérifier. L'exploitation de l'homme par l'homme et Douado depuis Kounou. C'est vrai que c'est la énième fois qu'on m'envoie le dossier d'Africa Security. Et c'est dommage. Je voulais vous dire quelque chose. Je voulais vous dire que le cas d'Africa Security n'a pas commencé là parce que c'est une énième dénonciation. Ouais. C'est dommage. Je crois qu'il faudrait peut-être faire une incursion, une investigation sérieuse. Ce n'est pas normal. C'est pas normal qu'une société pareille, les agents de cette société souffrent. Pourquoi? Parce que dès lors que leur patron, leur employeur a signé les marchés, il est payé chaque mois. Chaque mois, on lui donne de l'argent pour qu'il donne à ses employés. Ce n'est pas normal. Parce que il peut être de connivence avec les bandits, les braqueurs. C'est ça. Ils font quoi avec l'argent que les structures leur versent à leur structure? Vous savez, là, c'est le problème. Ce n'est pas du tout normal. Ils vont se plaindre à l'inspection de travail. Qu'est-ce qui se passe généralement lorsqu'on convoque l'employeur? Il n'y met pas ses pieds. C'est pas normal. Il envoie son avocat. Ou je peux le dire, je peux se péter là-dessus. Il peut simplement corrompre l'inspecteur. Et ton dossier est terminé. Et on te renvoie. Vous parlez tout à l'heure de contrat de travail. Est-ce que vous savez qu'il y a des entreprises au Cameroun où le contrat est cinématique? C'est-à-dire que la loi ne permet même pas. C'est-à-dire, vous signez le contrat, vous n'avez pas de copie de contrat. Vous savez, il y en a plein. Ce n'est pas normal. Pour la simple raison, parce qu'on a peur que demain, si vous êtes victime d'un licenciement abusif, vous allez valoir vos droits. Il y a ceux qui ont travaillé et on a pensionné un certain nombre de mois de CNPS qu'on n'a pas reversé. Mon frère, si tu veux entrer dans ça, il faut dénoncer. On aura 2 heures d'émission pour l'autre là. Et je crois que même quand on va finir, vous n'aurez pas fini de citer. On risque aussi de me virer. Rebonsoir. Bon, si ce n'est que ça, à un moment donné, il faut arrêter d'avoir peur. Moi, j'ai d'avoir peur depuis. Rebonsoir, salut. Le climat sociopolitique du Cameroun est très très tendu. Le régime en place n'a plus de capacité à gouverner ce pays. Vivement que M. le Président Paul Biya fasse tout pour nous laisser un pays en paix à son départ. Bonne fête de la nativité à vous et à votre panel. Stéphane Ducamer, toujours bien installé depuis la Turquie. Un bon syndicaliste défend l'employé d'une part et d'autre part l'entreprise, car si l'entreprise ferme, c'est le chômage. Si les patrons ne comprennent pas cela, ils font du mal à leur propre entreprise. Meigné Somba, depuis la Cité Verte, qui nous dit bonsoir. Autre réaction enregistrée ce soir. Bonsoir Madame Rosalie, permettez-moi cette question, excusez-moi, le monsieur du RDPC là, vous êtes les autres invités sur votre plateau pour démontrer ses limites aux yeux du monde où il y a un autre plan derrière. Il défend toujours l'indéfendable et par curiosité, il dit toujours que le peuple
doit faire confiance. Quel peuple? Nélissa depuis PIC10. Okay. On va au Gabon. Bonsoir madame. Les revendications de 2023 émigreront en 2024 et plus. Monsieur Biya et ses créatures se moquent et n'ont rien à cirer avec vos soi-disant revendications. Avez-vous vu les militaires, les policiers revendiquer? Monsieur Biya s'arrange à bien payer ses hommes en tenue pour perpétuer son royaume. Les restes, il s'en moque. Pour preuve, les enseignants font grève. Ça a donné quoi? Depuis 41 ans, c'est le régime de terreur régné même après la mort. La seule et unique chose qui est importante aux yeux de monsieur le Dieu du Cameroun, c'est son royaume et rien d'autre. Vous souffrez depuis des lustres, cela lui a fait quoi? Continuez, mais que personne ne lorgne son royaume éternel. Dieu seul libérera les Camerounais des griffes dans cette histoire. L'histoire retiendra qu'il fut le meilleur président dans le livre record Guinness. Les revendications publiques au Cameroun échouent parce que le gouvernement est roublard et malhonnête. L'exemple le plus patent est celui des enseignants. Le gouvernement promet des choses aux enseignants et après, ils ne résolvent pas les revendications. Le pire, Rosalie, c'est qu'on sait qui sont ceux qui plombent les choses, mais on ne leur fait rien. CanGate, Olymbe-Gate, OTS-Gate, dans un pays sérieux, les responsables de ces ministères devraient déjà démissionner. Rosalie, c'est justement parce que ce régime est incompétent que son moyen de prédilection, c'est la violence. On violente les avocats, on violente les élèves qui veulent leur diplôme à l'OBC. Sa Majesté, oui, il y a des grèves dans tous les pays, mais le Cameroun appuie sur déranger. Les enseignants grognent. Depuis combien d'années? Pareil pour les médecins et les autres corps de métier. Rosalie, c'est du fait du détournement, de la corruption que certains fonctionnaires n'ont pas leur salaire. Les voleurs ont vidé les caisses et leurs complices créent des circuits de corruption. Je connais un réseau pour que ton dossier accélère, mais tu me donnes 30%. Rosalie, en conclusion, le régime est allergique aux manifestations parce qu'il sait qu'il a échoué partout et qu'il laisse une seule manifestation tranquille et pacifique aboutir. Elle peut ouvrir la brèche aux autres manifestations et provoquer son effondrement comme durant le printemps arabe. Voilà pourquoi la corruption et la répression sont des moyens qu'il préfère. Le premier pour diviser, pour mieux régner, et le deuxième pour s'aimer la terreur et décourager les gens en cas d'échec de la corruption. Franck depuis Mana. Rebonsoir à vous en studio. C'est vrai que gérer les hommes, c'est de gérer les contradictions. Mais honnêtement, le Cameroun doit se réconcilier avec lui-même. Ou le Panthéon pour célébrer les héros camerounais, dont en réalité, pour le moment, le 237 n'est pas couché, mais il est à genoux. Pour dire que le Cameroun connaît de nombreuses difficultés au détriment de certains privilèges qui ont créé des parachutes dorés. C'est pourquoi c'est toujours Vincent Ateba depuis le quartier Van qui revient. Boubakari depuis Marois est également là. Bonsoir madame, pardon. Dites au monsieur du RDPC de respecter l'Angandoura qu'il porte. Et en plus, nous sommes vendredi. Chercher à défendre le régime par tous les moyens et à chaque fois qu'il est sur le plateau, vraiment ça me fatigue. Boubakari. Le dialogue social ne saurait avoir lieu dans la mesure où ceux qui la revendiquent sont analphabètes de l'histoire de leur pays. Ils ont Internet, ils n'ont qu'à s'y instruire en ligne pour au moins savoir comment défendre. Ah donc lui, il dit qu'ils ne savent même pas défendre. Bonsoir madame, pour l'amour de Dieu, évitez les gens du RDPC sur les plateaux de votre émission. Pascal Mbakong Adouala, j'aime la contradiction Pascal. Donc, je n'aime pas les sons identiques dans mes oreilles. D'accord? J'aime parce que je sais que c'est de la discussion que naît la lumière. Donc, si tout le monde dit la même chose, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui cloche. Il faudrait que j'ai des avis divergents pour qu'après, on aboutisse à quelque chose de palpable. Donc, vous souffrirez de les voir ici encore plus tôt. On va gérer. Le nouveau budget, moi je fais une proposition. 7 milliards. Donner 7 milliards au Cameroun, ça va aller. Amadou Aminou. On donne 7 milliards au Cameroun, ça va aller. Merci pour la proposition et merci à vous trois d'avoir été là ce soir parce qu'on va s'arrêter là pour cette émission. Tout à fait. Qui est la dernière de la semaine. Peut-être la dernière avec moi en 2023. Oui, quelque chose que je voulais ajouter. Et effectivement, je crois que il faut davantage, n'est-ce pas, que la contradiction, n'est-ce pas, nous mène
à plus de lumière. Oui, et c'est ça, il faut... C'est pourquoi nous sommes là. Dans un monde où... on n'a qu'un son de cloche. Il n'y a qu'un seul son de cloche. C'est de la contradiction, vous l'avez dit, que n'est-ce pas, la lumière, la vérité. Merci. Je peux juste ajouter un petit truc pour sortir à l'endroit des employeurs, s'il vous plaît, qui cessent de désigner, de choisir les délégués du personnel dans les entreprises. Oui, dans les entreprises où on en a quoi. On impose, les entreprises, on impose les délégués du personnel. Parce qu'il n'y a même pas les délégués. Parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas les délégués du personnel. Non, je crois qu'il y a, vous devez faire un travail dessus, madame Rosalie. Non, attendez. Oui. Laissez ma tête pour 2023 comme ça. Vous attendez trop de Rosalie. Okay. Laissez ma tête en 2023. On va se voir en 2024 pour voir ce que je pourrais encore faire. C'est ça que c'est bon. Merci Ismaël. Je passe de très bons moments avec toi. Donc, joyeux Noël à toi par anticipation. Bonne année. Merci aux 3 diffuseurs qui m'accompagnent chaque soir lorsqu'il est 17h. Guy Fernand, Célestin Tomo, Janvier Kenge. D'ailleurs, ce soir, c'est Guy Fernand qui est là pour cette émission. Mon réalisateur Ben Valls, bien entendu également à vous tous. Joyeux Noël à Jean-Martin Kenfak, joyeux Noël parce qu'on ne se verra pas Noël, c'est lundi. Joyeux Noël à Mini Louga, joyeux Noël à Amara, à Karim Bia, à Adèle, à Jules Songor. Vous êtes très nombreux. Joyeux Noël à tout le personnel d'Info Télévision, Respect M. Doniva. Joyeux Noël à vous également, à la maman Nadine, à tous les bébés, bien entendu, à tous les téléspectateurs, parce que sans vous, nous ne sommes absolument rien. Non, et bien sûr, je vous souhaite de passer de très belles fêtes. De votre journal déjà, en commençant par votre PDG, et votre DG, le ministre de l'Éducation de base, qui est le professeur Laurent Serge et l'ensemble de vos employés, parce que ici chez nous, ici chez vous, nous nous sentons chez nous. Merci. Joyeux également à Info TV, à toute son équipe. Que Dieu continue de vous élever davantage. Amen. Joyeux Noël à tous les Camerounais. Voilà. Vous l'avez compris, joyeux Noël à tout le monde. Passez de très très belles fêtes. Et puis on va se retrouver si prêt à Dieu pour poursuivre l'aventure. Sur ce, je vous laisse en compagnie de Lenny Sendiele pour le journal en anglais qui s'installe lorsqu'il est 19h pile. Et n'oubliez pas, à 20h, cette fois, c'est Olga Bessala qui va vous livrer le journal de ce vendredi. Bon week-end à tous, bonne fête à tout le monde, à très vite.